Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de presse plus. Très rapidement, autour de la table, nos invités consultants habituels. Il y a Dr Amadou Sambakar, constitutionnaliste, ancien chercheur à l'Université de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté de vous, Traoré, il y a Dr Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite, ancien chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, bonjour. Merci d'être là. Et un seul titre au menu de Presse Plus aujourd'hui. Je propose de suivre le résumé avec notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, Boubacar Amadou. Pour votre premier rendez-vous avec Presse Plus pour ce mois de novembre 2022, votre émission préférée vous propose un seul mais très gros titre à l'affiche. Oui, en effet, il s'agit du sujet sur les événements de Tamou, précisément du bombardement du site d'orpaillage de cette localité qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le gouvernement mène une communication tout azimut sur la gestion, mais peine toujours à convaincre de l'avis de beaucoup d'analystes. Des graves et nombreuses zones d'ombre existent encore dans la version du gouvernement. Des insuffisances cruelles mises en lumière par de nombreux témoignages des rescapés ou des parents des victimes. Ce titre donc est intitulé Drame de Tamou. Le gouvernement a-t-il tout dit? À suivre tout de suite le débat. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus. Le titre donc, Drame de Tamou, le gouvernement a-t-il tout dit? Une interrogation qui continue à susciter beaucoup de débats après ces événements de Tamou où chacun y va donc de son commentaire et de son analyse. Cette semaine n'a pas fait exception. Tous les journaux, nos confrères de la presse écrite notamment, ont, dans leur quasi-totalité en tout cas, évoqué cette question. C'est le cas de la roue de l'histoire, hebdomadaire, qui titre le ministre de l'Intérieur sur le terrain pour mettre fin aux spéculations. Le ministre de l'Intérieur sur le terrain pour mettre fin aux spéculations. Et puis Niger Inter Hebdo qui titre « Nous n'avons rien à cacher aux Nigériens ». Ça, c'est des propos tenus par le ministre de l'Intérieur à l'occasion justement de cette visite. Le ministre s'est crié « Nous n'avons rien à cacher aux Nigériens ». Un bout de propos donc du ministre, mais mis en une ici par Niger Inter Hebdo. Mais avant d'arriver à ces propos du ministre et à sa visite, dont on a suivi le reportage déjà la semaine passée, mais nous reviendrons sur les propos, en tout cas un extrait des propos du ministre de l'Intérieur. Avant, vous vous en souvenez certainement, les blessés de ces événements de Tamou, qui étaient à l'hôpital national de Niamey, à l'hôpital général de référence, un moment, ont reçu la visite du président de la Commission nationale des droits humains, à la tête d'une délégation de son institution pour s'enquérir de l'état de santé de ces blessés, mais aussi certainement les écouter par rapport à ce qui s'est passé. Je vous propose de suivre cet élément sur la visite donc, du président de la Commission nationale des droits humains, monsieur Mati El-Hadj Moussa, excusez-moi. Je vous propose de suivre. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite ce jeudi 3 novembre 2022 aux blessés dans l'attaque de Tamou évacués à l'hôpital national de Niamey. Une façon pour la CNDH de manifester sa compassion et d'encourager les forces de défense et de sécurité de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes venus leur manifester notre compassion, notre solidarité et notre soutien dans l'épreuve douloureuse qu'ils traversent. Autant nous devons saluer l'héroïsme, la bravoure, le courage et le sacrifice consentis par les éléments des forces de défense et de sécurité qui veillent au quotidien, nuit et jour, sur notre sécurité collective et la sécurité des personnes et des biens.
Après les événements douloureux de Tamou qui ont enregistré plusieurs décès et des blessés, aussitôt après la triste nouvelle, la CNDH a dépêché une mission pour constater de visu les dégâts. Une enquête a été diligentée pour dire la vérité, toute la vérité autour de la confusion dans l'attaque de Tamou. Que les événements, en tout cas de Tamou, ont eu lieu suite à des opérations militaires qui ont été conduites dans une traque de terroristes ayant commis des crimes et des assassinats. Donc dans cette traque, donc, ce qui est arrivé est arrivé, et sensible à la situation et préoccupé par la controverse, en tout cas que cela a suscité. Au vu des éléments recueillis sur le terrain, la Commission nationale des droits humains a décidé de s'auto-saisir de la question et de mener une enquête indépendante pour que puisse jaillir davantage la vérité et qu'elle puisse jouer sa partition dans la recherche et la manifestation de la vérité qui intéresse tous. Cette visite effectuée de la CNDH est de s'enquérir de l'état de santé des blessés de Tamou, surtout qu'à la fin de ses propres enquêtes, qu'une conclusion juste et équitable soit faite. Oui, Ousseini, première réaction. Première réaction, quand même, on peut dire que c'est un dossier qui est loin d'être clos. Indépendamment, malgré le déplacement du ministre, le dossier est loin d'être clos, parce que j'ai cru entendre qu'une délégation de la société civile aussi s'est rendue, je ne sais pas si c'était le jury, sur le site pour aussi recueillir, les témoignages des populations, voir un peu ce qui s'est passé. Et puis maintenant, on voit aussi le président de la Commission nationale des droits de l'homme qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. D'abord, les droits humains, tout à fait, excusez-moi le lapsus. Ok. Mais bon, il a promis une enquête indépendante. Ça veut dire que l'affaire est loin d'être close, n'est-ce pas? À ce niveau, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit un peu l'attention dont font l'objet ces blessés, et qu'on dise que c'est des éléments présumés terroristes qui sont là, ça suscite beaucoup d'interrogations. Parce que c'est déplacé pour aller sur les tombes d'abord d'éléments qu'on qualifie de terroristes dans un premier temps, et aller ici visiter des éléments présumés terroristes. Il faut bien s'interroger. Il faut bien s'interroger la démarche du gouvernement qui les a amenés, parce que c'était des interrogations qu'on avait formulées, qui les avait évacuées d'abord ici sur Niamey. Et de l'autre côté aussi, les populations ont témoigné que c'est des parents à eux. Alors il faut bien qu'on explique dans le fond comment des gens éléments terroristes peuvent être, comment dire, entourés d'autant de soins. C'est la question qu'il faut se poser. Bon, tel que posé la question, si le gouvernement a tout dit, ça suppose que peut-être on suppose que le gouvernement n'a pas tout dit pour l'instant. Qu'est-ce qui prouve que le gouvernement n'a pas tout dit? Moi, je suis un peu sceptique parce que jusque-là, le gouvernement, comme je l'avais dit la semaine dernière, il soutient, il avance ce qu'il a avancé, 7 morts, et voici ces 7 morts. Il y a beaucoup de supputations, c'est vrai, qui sont en train de se faire, mais jusque-là, personne n'est arrivé à démontrer le contraire. Je suivais une audio pas plus tard que la semaine dernière où quelqu'un disait que juste après la visite du ministre de l'Intérieur, il venait d'enterrer 26 morts. Bon, j'ai dit 26 morts dans ces contextes, quand même, c'est très facile. Avec la technologie nouvelle, les outils de l'information, les WhatsApp sont là, on pouvait rapidement faire un film. Mais je crois que le gouvernement lui ne s'est pas rendu compte parce que cette personne, elle est bonne, c'est une bonne source. Si on peut la saisir pour savoir comment c'est passé, elle peut indiquer plus. Par rapport à ce que vous avez dit, l'attention, nous avons un spécialiste de droit ici, on a dit c'est des présumés. Donc, et comme ça fait polémique, c'est normal que tout le monde cherche à aller savoir, peut-être avec ces personnes, on peut avoir le bon bout de l'affaire. Si vraiment elles peuvent dire avec exactitude qu'elles ont vu des morts plus que ce que le gouvernement a dit, peut-être, ou bien si elles n'ont pas dit. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est dans ce sens que les gens s'activent, et tout le monde qui s'est activé autour de ça, jusque-là, en tout cas, sauf fait nouveau, il n'y a pas quelqu'un qui a apporté un démenti par rapport à ce que le gouvernement... C'est des supputations, c'est des suppositions. Peut-être avec la commission des droits humains qui dit vouloir faire une enquête indépendante,
On va voir ce que son enquête indépendante va donner. Docteur. Pratiquement les gens qui sont sur le terrain, ils n'ont pas les mêmes chiffres que le gouvernement. Et en plus, c'est que on se rend compte que le site est censé être fermé depuis. Mais avec la visite des acteurs de la société civile, vous voyez qu'il y a encore des orpailleurs. Voilà. Et moi, je pense quand même que c'est assez dangereux. Il faudrait quand même que les gens prennent leurs responsabilités. Je n'aime pas trop polémiquer sur, parce que l'armée apparemment est en cause et qu'il s'agit, de mon point de vue, d'une bavure. En tout cas, moi, les éléments que j'ai à ma disposition me permettent de penser qu'il s'agit bel et bien d'une bavure. J'ai vu des témoins oculaires qui ont été bombardés. Il y en a qui sont actuellement traumatisés, tout ça là. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que le gouvernement ne peut pas dire autre chose. Parce que le ministre est parti confirmer ce que le préfet de Saï a dit. En réalité, il ne peut pas aller au-delà. Le préfet de Saï a été le premier sur le terrain. Il a dit, voilà le nombre de morts. Le ministre il ne va pas dire qu'il y a 70 morts ou 80. Mais quand vous suivez... Et encore que le ministre de l'Intérieur est parti après la publication du communiqué du ministre de la Défense. Voilà, donc moi je me dis qu'en tout cas, il ne peut pas apporter des chiffres autres que ceux déjà fournis. Parce que dans tous les cas, le préfet de Saï dépend directement de lui. Et je ne pense pas que le préfet ait intérêt, peut-être, même si les chiffres sont supérieurs, à revenir sur ce qu'il a dit. Vous avez vu ce qui est arrivé au gouverneur de Diva et à celui de Méné. Il semble que c'est suite à une interview qu'il a été débarqué parce que tout simplement il a dit qu'il n'est pas normal que les gens viennent attaquer les positions de l'armée ou les populations à Ndjinimé et repartent sans être poursuivis, des trucs comme ça. Vous avez vu qu'on a... Il a été remplacé, mais ça, bon, ça c'est des discussions. Les gens spéculent. Pas vraiment la vraie raison. Non. Pour le moment, il faut me laisser. Moi, quand je parle, non, quand tu parles, oui, pour le moment, en tout cas, le gouvernement a vu les images, le gouvernement a vu les commentaires depuis vendredi, le gouvernement n'a rien dit. Donc moi, je considère que ceux qui sont dans ce truc-là sont... La preuve, quand Ibrahim Bana, là, il fait des publications, si les gens ne sont pas d'accord, ils réagissent rapidement. Donc, comme vous avez vu dans le cas de la famille Yori, la famille a réagi immédiatement. Il a fait un poste pour dire au ministre de la Défense, voilà, le ministre n'a pas réagi. Donc, moi, je considère que si tu ne réagis pas, c'est que tu cautionnes ce qui a été fait. Donc, de ce point de vue-là, moi, je me dis, sincèrement, si c'est une bavure, il faut que le gouvernement s'assume. On va encore faire des bavures. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On est en guerre. Ce n'est pas un jeu de Fakare, Gatana. Il y aura encore des bavures. Moi, je pense que, de mon point de vue, à partir du moment où on a dit aux gens d'évacuer, il faut faire évacuer même les populations qui sont à l'intérieur du parc national W. Puisque c'est la fin de la saison des pluies, les gens rangent leur récolte et en ce moment, on déclare la zone militaire. Tout celui qu'on voit dedans, qui n'est pas un autochtone parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais on l'abat. Moi, je me dis, en tout cas, il y aura encore des bavures. Moi, de mon point de vue, c'est une bavure. Il faut que le gouvernement s'assume. Maintenant, les commentaires que les gens font pour dédouaner ou pour accuser le gouvernement, ce qui est certain, c'est que quand vous causez avec ceux qui ont été sur le terrain, ceux qui ont subi les... En tout cas, c'est une bavure. Moi, de mon point de vue. Docteur Oui, merci. Bon, je pense que, comme Pradam l'a dit, il n'y a pas eu beaucoup de changements notables par rapport aux chiffres officiellement avancés par le gouvernement suite au communiqué du ministre de la Défense nationale et la visite de terrain du ministre de l'Intérieur, plus ou moins confirmée avec le M62, qui est quand même allé et qui avait dit peut-être, ils ont trouvé, je crois que 9 tonnes. Donc sensiblement, je pense que ce n'est pas, pour l'instant en tout cas, c'est loin des 150 chiffres avancés. Maintenant, la seule chose, peut-être l'espoir, par rapport à l'exigence de la vérité des citoyens, le fait que la Commission nationale des droits humains, qui est l'organe constitutionnel chargé de la promotion de l'effectivité des droits humains, justement, c'est auto-saisi, et tel que son président vient de l'annoncer, pour faire une enquête indépendante. Je pense qu'on peut faire confiance à cette institution constitutionnelle, du reste, qui a fait ses preuves. On se rappelle, lorsqu'il y a eu l'affaire d'Inates, je pense qu'ils sont partis faire une enquête pour découvrir un charnier pratiquement. Et ils ont sorti un rapport, même si à l'époque ça n'a pas fait plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, cette institution qui était auto-saisie, même s'ils ne sont pas pour l'instant, je pense que partis sur le terrain à Tamou. Non, si, ils ont envoyé une mission. Bon, la mission peut-être, oui, le rapport la mission, oui. Oui. Pour l'instant, les images qu'on a montrées, c'était... Voilà, ok, d'accord. Donc je pense qu'on peut s'en tenir à ça, ce qui est évident. Maintenant, l'autre chose, je vais revenir sur ce que Bounty et
Tradam l'ont dit, officiellement, effectivement, le site est fermé. Mais dans le communiqué, je vis dans le point de presse du M62, ils ont expliqué qu'effectivement, officiellement, le site est fermé, mais au niveau des autorités locales, ils ont laissé les orpailleurs mener des activités et ils prélèvent justement des taxes. Maintenant, la faute, s'il y a une responsabilité à situer, c'est au niveau de ces autorités locales, les communes, qui ont laissé l'activité illégale se poursuivre malgré la décision officielle du gouvernement de fermer le site pour des raisons bien précises qui a continué et voilà les conséquences. Je pense que c'est aussi cela. Maintenant, l'autre chose qu'il faut chercher à savoir, c'est évident puisque le site est ouvert aux orpailleurs qui exploitent illégalement du côté de l'État, mais qui fait rentrer des sous au niveau des communes de Tamou et autres là. Maintenant, c'est justement de voir lorsque les supposés, en tout cas les terroristes sont venus prendre les matériels pour aller cacher dans les hangars, naturellement, il va y avoir quelques orpailleurs, peut-être des malchanceux qui se trouveraient sur le terrain. Vous étiez militaire. Peut-être, moi, je ne parlerai pas de bavures, peut-être c'est des dégâts collatéraux. Parce que si pour le gouvernement, officiellement, le site est fermé, c'est l'information certainement qui sera donnée à l'armée de l'air, en tout cas au service de renseignement et autres là. Tous ceux qui vont voir sur le site, ils vont le considérer comme étant des terroristes. C'est pour ça qu'il faut situer les responsabilités à plusieurs niveaux. Donc, de mon point de vue, pour l'instant, puisqu'il y a une enquête indépendante qui sera faite par la Commission nationale des droits humains, c'est de lui faire confiance et qu'il puisse vraiment rapidement déclencher cette enquête-là pour que les Nigériens soient au moins édifiés sur la réalité de ce qui s'est passé sur le site d'Orpa et maintenant de veiller à ce que les autorités locales, justement, respectent, en tout cas, veillent à la fermeture de ce site-là pour qu'il n'y ait pas d'autres dégâts collatéraux. Moi, je préfère, comme vous dites, pas vu, donc pour éviter des choses comme ça. Nous n'avons rien à cacher aux Nigériens, on le disait tout à l'heure, c'est un extrait des propos tenus par le ministre de l'Intérieur à l'occasion de cette visite qu'il a effectuée sur le terrain, sur le site de Tamou et Niger Interhebdo, donc des journaux de la place a titré sur cet extrait. Je propose de suivre donc ces propos du ministre de l'Intérieur à l'occasion de cette visite. Monsieur Hama Souley a donc expliqué aux Nigériens, en tout cas, que le gouvernement n'a rien à cacher et que tout ce qui a été dit, c'est ce qui s'est exactement passé. Et je propose de suivre. Il n'y a rien de tout ce que les gens ont pu raconter. Absolument rien du tout. Et il faudrait les inciter, il faudrait le leur dire. Ils n'ont qu'à venir sur le terrain. Les gens nous ont fait comprendre que le site est dans un état chaotique parce qu'il a été bombardé de partout, que des corps jonchent les puits et les alentours du site. Il y en a qui ont même dit que sur le site, il n'est même pas possible de respirer. Nous avons fait le constat. Nous avons vu que ce que nous avons vu corrobore exactement le compte-rendu de l'armée. Les hangars dans lesquels ils ont déposé le matériel volé, ce sont ces hangars qui ont été bombardés. Pas plus que cela. Il y en a qui ont avancé des chiffres de 1000, 300, 200, 150 morts. Avant d'arriver déjà sur le site, nous avons pris la précaution d'aller visiter le cimetière de Tamou, où ceux qui sont décédés ici ont été inhumés. Et nous avons bel et bien compté 7 tombes, pas plus. Ça s'est passé en la présence de tout le monde, de vous tous. Nous avons ici, une fois arrivés sur le site, nous avons sillonné le site. Nous sommes allés partout. Nous n'avons pas constaté de bombardement en dehors, bien entendu, du hangar. Le président de la République, dès le jour où il y a eu l'intervention, quand il y a eu la polémique a été engagée, le président a dit nous n'avons absolument rien à cacher. Nous allons prendre le soin de vérifier les informations. Nous allons faire les investigations nécessaires et nous allons faire jaillir la vérité. Est-ce que cette position est tenable au fil du temps?
On l'a dit, le site continue à fonctionner. Les gens ont le loisir d'aller voir ce qui se passe. Il y a des images. Est-ce que c'est tenable finalement avec le temps? Moi, en tout cas, la version officielle, en tout cas, moi, je n'ai pas été convaincu de ce qu'il a dit. Moi, j'ai été, je vous dis, 2 fois de suite sur ce site de Tamou, là. On dit que le site est fermé, n'est-ce pas? Mais alors, on a laissé les gens travailler sur le site pendant combien d'années? Il y a des autorités administratives locales qui sont là. Et ces orpailleurs-là, ils payent des choses à ces autorités locales. Et comme me disent qu'à Niamey, on n'est pas au courant que le site a commencé à continuer à tourner. C'est un peu comme dans le Diaro. Un temps, on a dit que le site est fermé. Mais aujourd'hui encore, le site est opérationnel, fonctionne, n'est-ce pas? Alors, où on prend ces derniers mois, ce site a fait oui, deux décisions de fermeture. voilà. La première est de 2021. Hein. Voilà. Le courant 2021, alors, on continue à travailler. Après le drame, oui. Il y a eu une autre décision. On ferme, au bout d'un certain temps, il y a un relâchement, les gens reprennent. C'est en cela, moi, je ne peux pas croire qu'on dise qu'ils ne sont pas informés que ce site-là a cessé d'exister et que c'était devenu une tanière pour les, comment vais-je dire, pour les djihadistes. Non, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que cette zone est censée être une zone un peu militarisée. Alors, comment des gens peuvent trouver une tanière ou du moins des caches où ils peuvent aller déposer, après avoir fait un coup, ils peuvent aller déposer. Et il y a un certain nombre d'éléments, quand on les confronte, qu'on dise que, en réalité, d'après les témoignages, c'est que les attaques ont eu cours de vers 7h, 8h jusqu'à 9h, et les gens se sont reculés, ceux qui sont venus faire l'attaque, et qu'on dise que c'est vers 16h, on a pu identifier à quelque chose de 10 km, c'est à ce niveau on les a retrouvés. Ça, c'est des questions, c'est quand même... Ça suscite des doutes quant à la vérité des propos tenus par le gouvernement. Ils sont allés une semaine après. C'est-à-dire, il y a eu le bombardement le 24. C'est le samedi seulement qu'ils se sont déplacés sur le terrain. Et moi, ce qui me fait dire que, bon, il faut juste servir la précipitation avec laquelle le communiqué du ministère de la Défense a été élaboré, n'est-ce pas? On a vu un peu dans la précipitation, ça a même été antidaté. Au lieu de 25, c'est la date du 26 qui a été, alors que le communiqué avait été lu le 25. Tout ça, c'est des éléments de détail qui prouvent que, bon, il fallait servir juste quelque chose aux citoyens pour les calmer, mais ceux qui sont allés là-bas ou ceux qui sont sur le terrain, peut-être l'investigation ou du moins l'enquête que la CNDH va mener, l'enquête va permettre, en tout cas si c'est véritablement une enquête indépendante, de savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que bon, d'après les images qu'on a vues aussi, moi j'ai vu les trucs qu'il faut remonter les gens qui sont dans les trous. Il y a même des coques qui sont cassées, tout ça. Il faut tenir compte aussi de cette dimension, je l'ai dit la semaine dernière. Il y en a à ce moment, parce que c'était aux environs de 16 heures, il y a des gens qui étaient dans les trous et dans la débandade. Ils ne peuvent pas rester longtemps, certainement. Et il y a eu des fouilles. Tant qu'ils ne sont pas remontés, ça veut dire que ces gens-là qui sont dans les trous, il est fort probable que certains meurent. C'est un peu ça aussi la réalité. Il ne faut pas occulter l'aspect de la chose. Absolument. Parce que c'est dans des trous, c'est dans le sous-sol que les gens travaillent. Ce n'est pas en surface seulement. Tout à fait. Alors, Tradam, est-ce que, selon vous aussi, vous pensez apparemment que oui, cette position du gouvernement est tenable, mais, sauf que jusqu'ici, le gouvernement lui a fait un communiqué, c'est vrai, mais constate qu'il n'y a aucun effort d'identification. Cette personne ont été tuées, simplement. On peut s'en arrêter là, puisque ces gens n'ont pas été identifiés. On ne sait pas si c'est qui, si c'est des civils simples qui travaillent sur ce site, ou bien si c'est les terroristes qu'on peut chasser. Et en plus, ces gens, c'est quand même leur famille, semble-t-il, qui les ont enterrés. Et dans le cimetière officiel de la localité. Et les blessés aussi, on ne sait pas c'est qui. Et on les a pratiquement tous relâchés. Il reste 4 ou 5 sur la trentaine qui avaient été admis dans les différents hôpitaux. Ils ont été pratiquement tous relâchés. Et il n'y a pas d'autres précisions. Est-ce qu'on va obliger les Nigériens à se contenter de ça? C'est ça, justement. Non, vous savez, j'ai dit une chose. De la manière dont ce gouvernement est critiqué de toutes parts, si réellement il y avait d'autres cadavres de notre corps, même dans les soutes, les gens, puisque c'est une soute, comme je dis une soute, c'est un site où, sans être une famille, c'est quand même des amis, des connaissances. Normalement, s'il y a autant de morts dans les galeries, dans les puits,
Normalement, ceux qui sont en surface peuvent identifier pour dire, comme la dernière fois, si tu te rappelles, un de nos téléspectateurs nous a indiqué dans le Djadou combien de gens il y avait à peu près dans les puits. Donc ici, logiquement, il y a des gens qui sont censés quand même connaître qui est qui, même si on n'a pas un réel chiffre réel, approximativement, on peut savoir quand même de bouche à oreille, il y avait un tel n'est pas là, il manque à l'appel, on peut le savoir. Comme je dis, parce que le procédé de loi, c'est que ce gouvernement est tellement critiqué de toutes parts que personne ne va lui faire le cadeau s'il a quelque chose à présenter. Ça, au moins, je suis convaincu de ça. La deuxième chose, on a dit que le ministre est parti, il a visité, c'est moi-même hier, la semaine dernière, qui déplorait qu'il ait mis autant de temps pour y aller. Tout le monde a dit que l'attaque a eu lieu autour de 7 heures et l'intervention a eu lieu dans l'après-midi. Mais l'intervention ne peut avoir lieu justement du tic au tac parce que les gens n'étaient pas sur zone. Et ils avaient utilisé, selon moi, les renseignements que j'ai su, puisque comme vous le savez, le débat est bien suivi. Moi, après le débat, j'ai discuté avec des gens. Ils disent, mais non, c'est pas comme ça. On n'a pas un hélico sur zone, on n'a pas des gens sur zone. Il faut les filer. Il faut faire le renseignement humain pour savoir qui était. Et comme c'est une zone où tout le monde y vit, et ils ont aussi les agents de renseignement sont là, donc ils ont expliqué pour savoir exactement qui avait mené et où sont partis avec le matériel. Et voilà comment ça s'est passé en réalité. D'après moi, le vrai débat, ce n'est pas sur le temps. Moi, je trouve qu'on suit tous ce qui se passe dans le débat. Le vrai débat, ce n'est pas le temps qui est écoulé entre l'attaque initiale des terroristes là, sur le poste de police de Tamou et puis la riposte, si on peut dire ça ici, qui a consisté à bombarder une partie du site. Ce n'est pas le temps qui c'est le premier débat, c'était savoir est-ce que c'était de l'armée nigérienne. Après, est-ce que non, ça c'était l'armée nigérienne. Oui, non, mais ça fait un débat à un moment. Tout à fait, les gens pensaient que c'était les Français, quoi. Oui, voilà, et qui a donné l'ordre de bombarder, et après le nombre de morts. Et c'est sur ça qu'on est jusqu'à présent, le nombre de morts, les conditions dans lesquelles ça s'est passé, et le débat se trouve à ce niveau. Oui, mais ça je dis, si vous m'avez suivi, je disais que jusque-là, en tout cas, le gouvernement, il tient le bon bout, parce que lui, il dit, voilà, ce qu'il a comme mort. Et comme vous vous rappelez, je suis étonné que les gens disent... je suis d'accord, moi je suis à ce niveau. Voilà. J'ai dit, pour aller plus loin, j'ai dit, est-ce que le gouvernement est en train de faire un effort, justement, pour faire passer... non, le gouvernement, il a estimé... Non, mais il s'est arrêté là. Non, il a estimé parce que c'est des terroristes. Oui, mais... C'est ça que j'ai dit. Oui, mais donc, si c'est des terroristes, on ne cherche pas à savoir réellement, parce que pour lui, le gouvernement a dit que c'est des terroristes. C'est même, en réalité, pourquoi ils ont été sur la tombe, c'est pour contrôler de visu, mais c'est un terroriste, il n'a rien à faire. Quand on frappe des terroristes, mais pourquoi on cherche... Mais on peut, parmi ces 7 terroristes, si c'est des terroristes, entre griffes, mais on pourrait avoir un des chefs qu'on recherche depuis des années. C'est extrêmement important de l'identifier, de savoir par exemple qu'on a tué Yad Agali par exemple, ce serait important. Peut-être qu'il est parmi ses victimes. Et c'est important d'identifier ce qu'on a abattu. Pour pouvoir... il y a les renseignements, ça vous permet de savoir à quel niveau vous êtes. Et c'est important de savoir qui sont ces victimes, parce que ça peut justement permettre de faire avancer la lutte contre le terrorisme. Peut-être, mais moi je vais de la tête du gouvernement. En fait, c'est ça que j'ai dit. En fait, c'est ça que j'ai dit. Ça, c'est sa logique à lui. Le gouvernement dit que c'est des terroristes. En fait, peut-être que les suspicions des gens peuvent se baser sur des éléments comme ça. Peut-être c'est ça qui fait que le débat ne finit pas. Docteur. Oui, bon, moi je pense que ce que vous dites, c'est au cas où, par exemple, quelqu'un a revendiqué l'attaque, peut-être voilà le chef du Katiba, ou bien comment on l'appelle, qui aurait mené l'action, que bon, peut-être parmi les terroristes neutralisés, il y a son bras droit, il y a un lieutenant, des trucs comme ça, puisque quand ils neutralisent, ils font des opérations sur le terrain, puisque les agents de renseignement et autres là, ils peuvent aller sur le site pour voir combien de personnes on a neutralisé, éventuellement qui et qui, ici il y a quelqu'un qui est signalé. Donc je pense que c'est ça. À mon avis, comme Tradam l'a dit, moi je suis convaincu également que pour jusqu'à preuve de contraire, c'est la version du gouvernement qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, eux, ils sont partis avancer les chiffres. Une partie de la société civile que j'ai dit, qui a été sur le terrain, en tout cas a avancé le chiffre de 9. On ne sait pas entre-temps si c'est parmi les terroristes. Et tout ça, là, pour l'instant, je pense que tant qu'il n'y a pas la commission, en tout cas une enquête indépendante, qui serait menée éventuellement par la Commission nationale des droits humains, qui va apporter
est peut-être un chiffre supérieur à la version officielle du gouvernement. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. C'est pour ça, je pense que par rapport aux réseaux sociaux, la dernière fois, je disais de faire très attention. Justement, ce qui a un peu ému l'opinion, lorsqu'il y a eu l'attaque, c'était les chiffres de 150 qui ont été avancés. C'est pour ça, pratiquement sur la toile, les gens étaient offusqués et le gouvernement a dépêché pour aller voir exactement est-ce que réellement c'est les 150. Aujourd'hui, c'est loin de 150, justement. C'est pour ça, moi, à mon avis, pour vraiment confirmer ou infirmer la version officielle du gouvernement, seule une enquête indépendante qui va prendre vraiment du recul par rapport à toutes les parties, qui va pouvoir confirmer ou infirmer en ce temps-là, on aura une idée réelle de ce qui s'est passé. Maintenant, l'autre chose, justement, ce que Tradam l'a dit, ceux qui ont avancé, je ne sais pas aujourd'hui le monsieur qui a parlé des 150, puisque j'ai suivi un vocal qui circulait où il parlait des 150, c'est pas le monsieur là, depuis lors il n'a plus rien dit par rapport à la version officielle. Peut-être ça c'est une source où on peut chercher à savoir qui est le monsieur qui a avancé les 150 chiffres, d'où est-ce qu'il tient, ou peut-être les 26 dont vous parlez. Tout ça là c'est des pistes dans le cadre de l'enquête pour savoir où est-ce qu'ils sont les personnes là qu'ils ont tuées. Maintenant l'autre chose c'est que du point de vue juridique, il faut faire la distinction entre la disparition d'une personne qui disparaît et une personne qui est décédée. Peut-être lorsqu'il y a eu des frappes, justement avec un peu les échos, les gens peuvent être traumatisés. Ceux qui ont dans les trucs, les cordes, comme c'est l'a dit, il a constaté des cordes qui sont cassées, des trucs comme ça. Pour l'instant, ce que Tradam a dit, c'est ça qu'il faut faire. Ceux qui sont sur le site au moment de la frappe, ils connaissent leurs camarades qui sont dans tel trou, il y a tel nombre de personnes, voilà leur nom. Maintenant, c'est de faire le point. Au bout d'un certain temps, justement, on peut penser que, puisqu'ils ont disparu, ils n'ont pas peut-être donné signe de vie, on peut considérer qu'ils sont disparus jusqu'à preuve de contraire. Donc je pense que c'est pour ça, tant qu'on ne dépassionne pas cette question, pour pouvoir vraiment chercher la vérité, et peut-être même pour l'armée, à l'avenir, ça va leur éviter plus ou moins peut-être de faire moins de dégâts collatéraux, comme je dis. Et l'autre chose, par rapport aux autorités locales, je reviens à la charte, parce qu'aujourd'hui, s'ils avaient veillé à ce que la fermeture de 2021 là soit respectée, peut-être il n'allait pas avoir cette spéculation, puisque le site étant fermé, tout celui qu'on va prendre sur le site là, comme le gouvernement le considère comme terroriste, là-bas, il n'y aura pas de spéculation. Quelque part, c'est aussi ça. Pour la version officielle du gouvernement, ça tient la route, puisqu'ils ont pris un acte au niveau national pour fermer le site. Maintenant, au niveau local, eux, ils ont profité. C'est comme ça que les gens font, puisque souvent il y a des affaires que les gens développent à l'insu du pouvoir central, où les gens font quelques affaires. C'est ça qu'ils ont fait aujourd'hui. La conséquence, c'est cela. C'est pour ça que l'enquête doit situer les responsabilités à tous les niveaux, que ce soit au niveau des orpailleurs, que ce soit au niveau des autorités locales et éventuellement au niveau de l'armée, parce que je suppose que l'armée quand même a suivi un peu le déplacement, parce qu'il me semble que j'ai vu dans un communiqué où ils ont suivi justement ces terroristes-là qui sont revenus avec 2 véhicules, prendre le matériel pour aller cacher sous le hangar, comme ils les suivaient. C'est pour ça qu'ils ont fait l'opération chirurgicale entre griffes pour pouvoir vraiment un peu décimer ces gens-là. Donc je pense que sur tout ça, là, ce sont des éléments, des indices, peut-être qu'il faut exploiter en profondeur pour savoir vraiment la vérité. Docteur, est-ce que cette position est tenable? L'attaque a eu lieu à 7h, 7h15. Il n'y a aucune raison pour que les hélicoptères interviennent à 15h ou à 16h. Que les hélicoptères soient sur zone ou pas. Nous sommes en guerre. Ça veut dire qu'il y a des équipages qui sont à tout moment prêts au niveau de l'escadrille pour décoller en cas d'attaque. Dans une armée normale, c'est comme ça que les choses se passent. Le site d'orpaillage à vol d'oiseau ne fait pas plus de 100 km. L'hélicoptère ne mettra pas plus de 30 minutes maximum avant d'y arriver. On n'a pas besoin d'attendre. Pourquoi? Parce que, selon les témoins, l'attaque a eu lieu à pied. En fait, les gens sont venus à pied. Ils ont garé leur moto à 1 km ou à 2 km. Ils ont profité de la broussaille pour venir. L'hélicoptère a le temps de décoller, de les intercepter et de les détruire avant qu'ils n'aillent dans le site d'orpaillage. C'est clair, net et précis. Moi, c'est pourquoi je dis qu'il y a eu bavure. On retrouve des orpailleurs sur le site. Les orpailleurs ne sont pas responsables. C'est les autorités locales et administratives et machin qu'il faut indexer. Pourquoi vous allez laisser des gens... Là, il paraît que le jour du bombardement, la nuit même, les gens sont encore revenus. La nuit même.
Parce qu'on a des témoignages des gens qui... La nuit du 24. La nuit du 24. Les gens sont repartis. Ils sont repartis en pensant que peut-être après les bombardements, dans les trous là, il y a de l'or, ou bien des gens sont morts, ils ont abandonné leur machin. Ils sont revenus la nuit. Donc il faut qu'on arrête tout ça là. Moi je me dis qu'un gouvernement responsable, il prend ses responsabilités. Le site est fermé, celui qu'on trouve là-dessus, il faut l'abattre. On considère que, franchement, c'est un terroriste. Regardez ici, même à la commune 5, là. Les gens construisent une route à 100 mètres du goudron. On dit non, on ne peut pas casser les maisons parce que ce sont nos militants. Et là, on arrête la route. Comment ça? Oui, la route qui va sur la colline. À 100 mètres, on arrête, on dit non, on ne peut pas casser les maisons. D'abord, c'est des gens qui sont dans Charakazanda. On dit non, ce sont des militants. Non, il faut arrêter. Commune 1, c'est comme ça? Commune 5, moi je parle de la commune 5. Donc, on arrête. Il n'y a pas de militants quand il s'agit de sécurité nationale. Le site est fermé, il est fermé. Celui qu'on retrouve là, on donne l'ordre à l'armée de l'abattre. Il y aura pas. Ça, ce ne serait pas une bavure. Ce serait une bonne chose. Que l'armée abatte des énergumènes qui s'éventuent là-bas. En cas, moi, de mon point de vue, ce n'est pas une bavure. Donc, moi, je me dis que, sincèrement, cette polémique-là, il faut l'arrêter. Si c'est une bavure, on s'assume. On continue. Si ce n'est pas une bavure, maintenant, enquête, qui va aller, comme il a dit là, dans les galeries pour enquêter? Qui va aller? Même l'odeur ne peut pas... Je ne vois aucun député de chez nous là aller dans les trous là. Franchement, le gouvernement n'a qu'à s'assumer, on s'assume. Moi je me dis, on s'assume. Non, on s'assume, on continue. Dans tous les cas, quand les gens parlent d'identification, vous savez que le vendredi, les Burkinabés les ont bombardés. Immédiatement, ils ont identifié 3 des responsables qu'ils ont abattus. Parce qu'ils avaient les... Oui, immédiatement. Et ils ont dit... Ça fait avancer la lutte. Oui, ils ont dit en plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, du point de vue juridique et pratique, chaque fois qu'il y a attaque terroriste, c'est automatiquement et systématiquement une enquête est ouverte en principe. Systématiquement, toutes les attaques sont en principe... Et le problème, c'est que le gouvernement nigérien avait encore des troupes sur le terrain. Donc ça veut dire que même s'il y a eu bavure, on peut rapidement identifier ceux qui sont là. Mais aller attendre que les gens prennent 2 véhicules pour revenir récupérer le matériel, moi je pense qu'il y a eu trop de laxisme. Et sur le plan militaire et sur le plan administratif, il va falloir sanctionner. Sur le plan militaire, justement, vous le dites, le débat, il est passionné, il faut le connaître, c'est vrai, et il a été étendu le plus large possible. Et il y en a qui glissent justement sur ce terrain-là. Notre confrère, le Canard déchaîné, titre « Qu'est-ce qui fait courir les dénigreurs de l'armée ?» Donc pour notre confrère, c'est des gens qui profitent de cette affaire pour dénigrer l'armée, etc. En fait, critiquer ce qui s'est passé ou faire des commentaires sur ce qui s'est passé ne veut pas forcément dire qu'on est contre l'armée. Mais c'est une interrogation que le Canard déchaîné pose. Qu'est-ce qui fait courir les dénigreurs de l'armée? Quant au journal Le Hérisson, il titre « Quand l'opposition et sa société civile diabolisent les FDS nigériennes ». Quand l'opposition et sa société civile diabolisent les FDS nigériennes. Et puis, enfin, l'éclosion, le journal L'éclosion, qui lui parle de façon plus globale de la lutte contre le terrorisme, en titrant « Événement de Tamou, un autre revers dans la lutte contre le terrorisme ». Le journal perçoit ces événements de Tamou comme un autre revers de la lutte contre le terrorisme. En tous les cas, titre le Canard en furie, le bombardement du sud de Tamou, le gouvernement est sur une ligne de défense périlleuse. Bombardement du sud de Tamou, le gouvernement est sur une ligne de défense périlleuse. Titre le Canard en furie. Alors, le débat, il est délicat sur ce point de vue. On sait les efforts et les sacrifices que les FDS consentent dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Mais parler de la lutte contre le terrorisme, en même temps, est-ce que c'est dénigrer l'armée? Est-ce que c'est s'opposer? Malheureusement, il y a des journalistes qui pensent que c'est eux les vrais patriotes, même par rapport à des événements où il faut quand même être lucide.
dans l'analyse. En fait, parlons des journaux surtout. Non, mais je veux dire, en réalité, quand j'entends des gens dire, quand j'entends dire, non, mais moi, quand j'entends des gens dire que les dénigreurs ou des choses comme ça, moi, ça me choque. Personne ne dénigre l'armée. Tout le monde est d'accord que dans cette lutte-là, il faut encourager l'armée. Il faut carrément créer les conditions. Il faut être bloc soudé. Il y a un fait qui s'est déroulé, n'est-ce pas, dans lequel l'armée est impliquée. Le bombardement d'un site, n'est-ce pas? Ça aurait été un bombardement. L'armée a régulièrement bombardé des positions comme avait dit, des djihadistes et terroristes, mais personne n'a dit à nous ce qui s'est passé là-bas. Cette fois-ci, c'est un endroit bien précis où les gens savent qui sont là-dessus, qui sont là-bas. Qu'on dise que c'est un site clandestin, je n'aime pas entendre ce mot-là. Je n'aime pas entendre parce que simplement ce n'est pas clandestin. Les gens sont là, on les voit tous les matins. Illégal peut-être. Illégal peut-être. Non, mais alors, mais illégal. Mais non, mais à partir du moment... mais clandestin, dès l'instant où tout le monde est au courant que le site existe, et certains en tirent même profit, mais alors, on peut plus mais qu'on cesse de dire que... Non. En tire ouvertement profit. Voilà. Qu'on cesse de dire que c'est un site qui ne devait pas normalement... Les gens qui sont là-bas, parce qu'ils les voient. Les autorités, quand même, c'est les représentants de l'État. Le préfet, c'est le représentant pratiquement de l'État. Le maire, c'est quand même le représentant de l'État. À ce qu'ils cherchent, Tamou n'est pas une zone qui n'est pas... Comment dire, Tamou fait partie du Niger. Alors qu'on dise que pendant tout ce temps que les gens exploitaient ce site-là, personne n'a pris le soin de dire arrêtez. Alors que c'est fermé et on a laissé. Encore que ce n'est pas des gens de Tamou seulement qui mais s'il n'y a pas que les gens de Tamou, les gens d'ici, des gens de non, mais non, je vais dire, non, mais alors, quand il y a un site aurifère, d'habitude, les gens viennent de partout. Aujourd'hui, vous allez dans le Diado, vous allez trouver des gens qui sont venus de vous allez trouver des gens qui sont venus du Soudan et tout et tout. Alors, que les gens viennent spéculer pour... Non, ce qu'il faut, moi je suis tout à fait d'accord avec le Dr Bounty, c'est que si à Baville, il faut l'assumer. Et j'ai suivi un peu, comment dirais-je, le président de la commission de défense, qui est quand même un ex-militaire de l'Assemblée nationale, il a dit non, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. Les États-Unis, la grande puissance, un peu partout, ils font tellement souvent des bavures dans les interventions. Et qui ont des technologies beaucoup plus avancées. Qui ont des technologies beaucoup plus avancées. Et qu'on vient dire que non, il ne peut pas y avoir. Et le fait de dire peut-être, c'est des choses qui arrivent, il faut assumer. Et continuer. On prend des gens, on les amène à Niamey, on les soigne, on les libère. On a entendu qu'il y avait une enquête qui a été ouverte pour savoir exactement ceux-là qu'on a amenés, s'ils ne sont pas des terroristes présumés, et ils ont tous été libérés. Ont-ils été touchés lors de l'attaque ou pas? Si. Hein? Les 24 blessés là. Oui. Tu viens de dire qu'il n'y a que 4 maintenant qui restent. Oui. Alors, ceux-là qui ont été blessés, c'est les dégâts collatéraux, comme dit le docteur Ahmed. Mais c'est en cela. Non, mais alors, en cela, moi j'ai dit il faut analyser les choses de manière lucide. Et comprendre que tout le monde est soudé derrière l'armée. Il n'y a personne qui cherche à démotiver l'armée dans la lutte, parce que c'est la lutte pour sécuriser les territoires, pour sécuriser les populations, et que les gens ils arrêtent de penser que le fait que les gens veuillent voir clair dans une affaire comme ça, que c'est une façon de montrer qu'ils sont des soldats un peu de l'armée. Oui, on finit rapidement avec ce sous-débat. Qu'est-ce que vous en dites aussi par rapport à ceux qui pensent que continuer ce débat sur ce qui s'est passé à Tamou, c'est un peu s'attaquer au moral des troupes? Non, mais c'est eux qui s'attaquent, au contraire, c'est eux qui s'attaquent au moral des troupes. La troupe n'a aucun problème par rapport à son moral. Elle estime avoir bien agi. Elle a accompli sa mission. Il n'y a pas de quoi lui salir le moral. Bien au contraire, c'est peut-être ceux qui pensent qu'on salit le moral, on atteint ce moral, c'est eux qui sont en train d'atteindre le moral de tout. Parce que, comme on l'a dit et répété plusieurs fois depuis cette affaire, les militaires, ils ne vont pas là où on ne lui dit pas d'aller. Ils ont obéi, ils sont partis, ils ont fait une opération, pour le moment qu'ils jugent propre. Dans leur entendement, elle est propre cette opération. Le politique a confirmé qu'elle est propre. Il n'y a pas de bavure pour eux. La vie continue. Maintenant, si les gens, avec la commission qu'on dit vouloir mettre autre chose, si on trouve autre chose en ce moment,
l'enquête va peut-être se réorienter et c'est pas prescrit ça là. Ça peut rebondir à un moment ou à un autre si c'est vraiment vrai. Et comme je dis, moi je soutiens toujours une chose. Je dis tel que les réseaux sociaux sont aujourd'hui, tel que ce gouvernement est critiqué de toutes parts, s'il y avait un petit quelque chose qu'on pouvait montrer pour démentir le gouvernement, on allait le faire. On verra tout à l'heure témoignage sur le site, tout à l'heure, à l'occasion de cette visite-là. On finit juste ce sous-débat, comme je l'ai dit. Moi-même, je réitère ma position. Pour moi, en réalité, l'armée vraiment a agi, en tout cas en professionnel, parce que on leur a signalé, voilà un peu des éléments. Ils ont pris des images, ils ont suivi, ils ont frappé du moment où, pour le gouvernement, le site est officiellement fermé. Donc, tous ceux qu'ils vont voir sur le terrain, eux, ils vont frapper, ils vont viser, qu'on appelle le hangar, avec le matériel pour détruire. Tous ceux qui, par malheur, se trouveraient à quelques encablures devant du hangar, au moins ils vont frapper, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je parle de dégâts collatéraux. Ce n'est pas exprès que l'armée a choisi, en tout cas, à viser ces gens-là pour les faire. Si les terroristes du moins n'avaient pas pris les matériels pour aller, en tout cas, vouloir les cacher sous les hangars où, malheureusement, ils continuent à exploiter, il n'allait pas intervenir. C'est pour ça que j'ai dit que ce qui est sûr, l'armée a accompli sa mission. Maintenant, l'autre chose, puisque à partir du moment où cette polémique est née du fait que le site est encore exploité par les arpilleurs, alors que officiellement pour le gouvernement, ça a été fermé, c'est une défaillance, c'est une négligence de la part des autorités locales, les autorités administratives et les autorités, en tout cas communales, locales de Tamou. C'est de ce côté-là qu'il faut voir pourquoi ils n'ont pas veillé à ce que ce site-là soit interdit, surtout qu'il y a le risque effectivement où à chaque fois que ces terroristes-là, ils peuvent même loger sur le site, un peu étudier l'aspect, peut-être la baisse de vigilance par-ci, par-là, et puis vouloir frapper. C'est pour ça que je pense qu'à partir du moment où, moi je pense que Bounty a raison, aujourd'hui il faut voir du côté du parc. Est-ce qu'on ne va pas justement interdire et peut-être tout mouvement de l'autre côté, parce qu'on sait qu'ils sont dans le parc de W où ils continuent jusqu'à opérer vers le Bénin, le Togo, de ce point de vue, puisqu'ils ont l'habitude de venir aujourd'hui attaquer à Tamou, demain ils peuvent venir attaquer à Saï. Donc c'est de prendre des dispositions pour interdire vraiment la circulation, en tout cas le site soit, pourquoi ne même pas être militarisé carrément, pour ne pas leur permettre de revenir, puisqu'on a déjà connu cette situation et qui a suscité beaucoup de polémiques. On peut militariser en tout cas le site là, et si les autorités locales, peut-être par peut-être souci de gagner, de faire rentrer des sous dans leur caisse, ils les laissent exploiter moyennant quelques subsides qu'ils retirent, puisque c'est fermé au sommet. Le gouvernement doit en tout cas peut-être détacher un camp pour aller en tout cas veiller à ce que ce site-là ne soit pas ouvert et en même temps mener des opérations ponctuelles aux besoins. Moi, de mon point de vue, la zone doit être totalement militarisée. Les populations qui sont là-bas on sait d'où est-ce qu'elles viennent, qui sont dans le parc même. Ce sont des gens qui ont subi des famines quelque part, qui ont été installés là. On ne va pas les chasser définitivement. Ce qui se passe après la saison des pluies, on leur demande de quitter le parc national pour rejoindre les grandes villes. Et l'armée opère. Moi, je pense que c'est l'unique solution. Et on militarise carrément, on installe des compagnies à l'intérieur. Maintenant, celui qu'on voit sur le site, il faut l'abattre. Il n'y a pas à le capturer, on considère que c'est un terroriste. Parce qu'on a déjà cet antécédent-là. Si demain, la même chose se reproduit, les gens vont dire que le gouvernement a fait exprès. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et aussi bien là-bas que... Parce que même là où les Chinois sont décédés, et les Chinois ont été tués dans la région de Botella, Mbanga, et il semble que, en tout cas, le gouvernement voulait que les gens se déplacent. C'est pas voilà, oui. Non, c'est dans la région. Oui. Et dans le Gado, les gens continuent à opérer. Donc je pense qu'il faut s'assumer. S'il faut il faut vendre le permis à une compagnie qui officiellement va l'exploiter et faire rentrer des devises au niveau des caisses de l'État, il n'y a aucun problème. C'est un gouvernement, il prend ses responsabilités. Mais on ne peut pas laisser. Il paraît qu'avec plus de 4000 personnes sur le site, un site censé être fermé. Oui, avec plus de 4000 personnes. Non, nécessairement il y aura des bavures. Nécessairement il y aura des effets collatéraux si l'armée est appelée. Donc je pense que pour éviter à l'avenir ce genre de trucs, il faut militariser. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je vais juste rajouter, c'est qu'on a tendance à faire endosser la responsabilité aux seules autorités locales. Mais le ministère de Mines est au courant de l'existence de ce comportement de ces îles. Mais non, mais malheureusement, là où vous fermez, créez les conditions.
parce que quand même c'est le ministère de tutelle. Et leur paillage, c'est quand même une activité qui est officiellement reconnue. J'en sais quelque chose, c'est officiellement reconnu. Mais maintenant qu'on dit, hein? Non, je n'étais pas, mais j'ai travaillé, j'ai interrogé des orpailleurs, j'ai milité dans des organisations. Mais là, ils n'ont pas quitté. Ah. Plus de 12 réseaux là-bas. C'est pour ça que j'ai dit arrêtez. À partir du moment Mais alors, mais non, mais alors, est-ce que ça peut passer inaperçu quand il y a plus de 4000 personnes dans un... Il y a le site il y a la base vie. Mais alors, mais qu'on dise que Niamey n'est pas au courant... C'est ça peut-être même... On n'a pas dit... C'est ça la bavure du ministère des Mines, du gouvernement, en disant que le site tout de go dit que le site est fermé, et que ça c'est... Ça, personne ne peut le gommer, ça c'est vrai. Parce que quand même, un site, s'il est fermé, tout le monde le sait. Oui, non, c'est fermé. Le gouvernement le voit. À un certain moment. En fait, le problème c'est fermé. Mais les gens, effectivement, comme il a dit, ils continuent à faire de l'exploitation vraiment illicite, clandestine de ça. Et là, moi, non, on ne peut pas parler de clandestin, puisque les autorités locales, il y a des percepteurs qui perçoivent les taxes. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça, en réalité, aujourd'hui, si on met en cause la responsabilité des autorités locales qui savaient que officiellement le gouvernement, le préfet, le maire sont là pour veiller au respect des lois et règlements de la République au niveau de leur entité. Mais ils savent qu'il y a un acte qui a été pris officiellement par le ministère des Mines pour fermer le site. Ils n'ont pas veillé à ce que ce site soit exploité. Ils continuent mieux au niveau de la commune. Les gens continuent à percevoir des taxes. Il y a une redevance, justement. Non, mais c'est pas forcément le ministère. Mais est-ce que l'information est remontée? Quelque part, c'est pour ça que j'ai dit l'enquête va situer vraiment les responsabilités. S'il y a une co-responsabilité, peut-être il y a quelques agents du ministère qui étaient informés que le site continue à faire l'objet d'exploitation malgré la fermeture officielle. Donc l'enquête va déterminer, puisque quand on va interroger le maire de Tamou, le préfet de Saï, ainsi de suite, voilà, il y a un arrêté qu'on vous a notifié. Encore que les gens qui sont dans le domaine le savent, il y a des grands patrons ici à Niamey qui ont des éléments. Mais bon, maintenant, ils ont des licences sur la main, mais justement, voilà, s'il y a des gens qui sont à Niamey, ils ont des puits là. Bien sûr qu'ils ont des puits là-bas, des parcelles là-bas. C'est l'occasion justement de dénoncer. Peut-être c'est eux, c'est parce que c'est eux, peut-être c'est eux-mêmes qui amènent les pauvres jeunes là pour les exploiter. Et puis, bon, voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été, même après l'attaque, ça n'a pas été fermé. Oui, mais justement, c'est que vous dites, mais c'est quand même scandaleux. Comment le 24, la journée, on fait cette opération et la nuit, les gens retournent sur le site, on ne prend pas de dispositions pour sécuriser. Alors, il y a un problème. Alors, on en parlait tout à l'heure, et vous le savez certainement, en milieu de cette semaine, voire même dans le dernier tiers de la semaine, puisque c'était le jeudi, si je ne m'abuse, une délégation des acteurs d'associations de la société civile a également effectué une visite sur le terrain là-bas. Comme qui dirait, pour répondre à celle du ministre de l'Intérieur, donc une délégation de la société civile s'est déplacée là-bas. Elle a amené avec elle également des médias de la place. Et donc le site, ils ont visité le site et recueilli des témoignages. Je propose de suivre cet élément de notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou, qui était donc est parti en même temps que ces acteurs ces associations de la société civile sur le terrain. Cette mission d'investigation sur les événements survenus le mercredi 26 octobre 2022 à Tamou est composée d'une dizaine d'acteurs de la société civile. Elle a d'abord rencontré le préfet de Saï, ensuite l'adjoint au commissaire de Tamou avant de se transporter à la base vie et sur le site d'orpaillage de Tamou situé à une dizaine de kilomètres. Sur le site, il y a des divergences entre la version officielle et les témoignages des rescapés. Pour dire exactement le nombre de morts, il faut d'abord se demander, il y a combien de personnes d'abord sur le site. Donc là où on peut avoir 30 à 46 personnes sur un seul puits, personne ne connaît le nombre. Il y a les anciens puits, beaucoup sont tombés dedans. Comme mon enfant a témoigné qu'en courant, ils ont vu beaucoup de personnes tomber dans les puits. Et l'odeur vraiment est nauséabonde. Ce n'est pas l'odeur d'un animal. Vous avez témoigné avec moi, cette odeur-là, ça vient des puits. Oh, il n'y a pas des animaux dans 10-20 puits. Or, il y a plusieurs puits identifiés ici. À notre arrivée sur le site, il y a une odeur nauséabonde qui se dégage des trous. Nous avons aussi trouvé des mouches aux alentours de certains trous et nous avons procédé à leur fermeture. Je vous rassure que les trous que nous avons fermés, il y a des corps dedans. On sait qu'il y a toujours des gens qui ont resté dans les trous. Il y a des gens même qui n'ont pas trouvé leurs enfants jusqu'à maintenant. Voilà. Ces témoignages reconfortent la mission de la société civile
sur son hypothèse de bavure. Nous avons constaté la présence de 6 puits fermés et 3 puits qui dégagent l'odeur nauséabonde. Ça fait combien de jours qu'il y a eu l'attaque? Mais quand vous vous déplacez pour venir ici, vous allez sentir l'odeur, la puanteur qu'il y a ici. Les 7 corps dont il parlait, les corps qui ont été inhumés au niveau de Tamour, leurs familles sont présentes et ils ne sont pas des terroristes. Donc on cherche à comprendre et c'est ça, c'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons essayé de demander à savoir quand les hangars ont été bombardés, où sont les matériels retrouvés? Il n'y en a pas. Où sont les motos retrouvés? Il n'y en a pas. La société civile exige une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces événements douloureux. C'est pour cela que nous continuons à exiger à ce qu'une enquête indépendante soit faite pour pouvoir effectivement inspecter ces puits-là pour faire ressortir le vrai bilan de ce drame de Tamour. Nous continuons à croire que c'est une bavure. Et je pense bien que le président de la République, M. Bazoum Mohamed, doit prendre ses responsabilités pour que les responsabilités soient situées par rapport à cette question-là. Pour rappel, le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur était sur ce même site en compagnie de plusieurs journalistes. Il a à l'occasion confirmé le bilan officiel qui fait état de 7 morts et 24 blessés. La société civile produira un rapport d'enquête à la suite de cette mission d'investigation. En visite aux blessés admis à l'hôpital national de Niamey, le président de la Commission nationale des droits humains a également annoncé que son institution s'est auto-saisie du dossier afin de diligenter une enquête indépendante. Ça, c'est l'élément sur la visite de ces acteurs de la société civile sur le terrain. Quelques témoignages, nous avons tenu à mettre les témoignages de côté pour qu'on puisse mieux analyser ces propos. C'est pourquoi je propose de suivre ce premier extrait de témoignage qu'on a un peu suivi dans l'élément qui vient de passer. Je propose de suivre, c'est des orpailleurs qui étaient sur le terrain au moment du passage de cette visite. Je propose de suivre. Pour dire exactement le nombre de morts, il faut d'abord se demander, il y a combien de personnes d'abord sur le site. Donc là où on peut avoir 30 à 46 personnes sur un seul puits, personne ne connaît le nombre. Il y a les anciens puits, beaucoup sont tombés dedans. Comme mon enfant a témoigné qu'en courant, ils ont vu beaucoup de personnes tomber dans les puits. Et l'odeur vraiment est nauséabonde. Ce n'est pas l'odeur d'un animal. Vous avez témoigné avec moi, cette odeur-là, ça vient des puits. Oh, il n'y a pas des animaux dans 10-20 puits. Oh, il y a plusieurs puits identifiés ici. Je sais qu'il y a toujours des gens qui ont resté dans les trous. Il y a des gens eux-mêmes qui n'ont pas trouvé leurs enfants jusqu'à maintenant. Voilà. Sinon, le sachet là que vous voyez, c'est une chose qu'on était fabriquée par nous les Européens. On a fabriqué ça pour avoir respiré dans l'extérieur des puits. Parce que c'est dedans maintenant comme ça que vous voyez, on cesse un ventil avec une batterie, avec un plaque solaire, on va fermer la bouche comme ça et on est en train d'alimenter ça, que le vent ça souffle la personne qui est dedans. Maintenant si le vent passe par dedans, la personne qui est dedans, elle sent bien avant de travailler. Maintenant, comme ils ont venu faire attaque à nous, on est couru. Quand on est couru, maintenant on voulait retourner pour venir participer à notre frère qui est dedans. Voilà, ils ont nous fait arrêter sur la route. On n'a pas le temps pour venir encore parce qu'ils tiennent tout. Comme c'est les porteurs qui sont venus nous faire arrêter, comment on va dire encore? C'est forcé qu'on va retourner. Sinon, nous, voilà, c'est qu'on a fabriqué, on est en train de travailler. Ça, si ça a arrêté, si c'est brûlé comme ça, dans 5 minutes, si la personne est dedans, même, elle ne peut pas respirer. Mais s'il y a quelqu'un qui va la participer, on peut le faire enlever. Est-ce que vous êtes compris? Ça comme ça. Par exemple, je peux rentrer dedans. Mais s'il n'y a pas ça, je ne peux pas rester dedans 5 minutes. Ou bien 20 minutes plus tard. Si je suis rentré comme ça et il y a ça, je peux faire toute la 24 heures ici, dedans. Comme voilà, le feu est brûlé, toutes les choses sont rentrées en bas. Et les cordes aussi sont tout finies. Tu as vu? C'est ça comme ça. Vous voyez même la manière que les mouches sortent dedans. Donc ça te dit qu'il y a notre frère dedans. On ne sait pas c'est combien de personnes, mais on est sûr. Oh, on est sûr qu'il y a les gens dedans. Voilà, vous voyez, ça sent et il y a des choses qui sortent. Ça atteste un peu de ce que j'ai toujours dit. Bon, parce que c'est très bien de dire que non, je sais un peu comment... Bon, moi je le dis parce que je me suis intéressé
à ça, je fais des reportages autour de ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, je suis allé sur le terrain, leur président, je l'ai connu, je l'ai interrogé plusieurs fois, comment les choses fonctionnent sur les sites d'orpaillage, tout ça. Quand les gens disent, c'est bon, on a trouvé cette cause, j'ai dit non. À l'heure là, c'est l'heure où il y a une ambiance où le travail est intense sur le site. Et les gens, souvent, ils sont dans les trous jusqu'à 19h, 20h, avant d'être remontés. Et qu'on dise qu'il y a eu le bombardement qu'on a trouvé, et ces témoignages prouvent effectivement qu'on veut juste balayer d'un revers de main en ne tenant pas compte du fait que c'est des trous qui ne sont pas tellement éloignés souvent, hein, les puits là. C'est pas tellement éloigné. Et en plus, il y a des galeries, quand les gens rentrent, ils font des galeries où ils peuvent continuer à aller, creuser la roche et remonter le sable. Voilà, c'est des témoignages qui attestent. Bon, on dit qu'ils ne sont pas sortis. Bon, d'habitude, dans des choses comme ça, les gens, souvent, ils sont dans cette situation où ils ont peur de sortir dire. Maintenant, peut-être quand la CNDH va aller sur le terrain, avec ses équipes, ils vont témoigner. Déjà, ces témoignages, ces personnes-là, on peut les retrouver, ils vont témoigner. Ils ont des parents, souvent, qui sont dans les puits, comme lui vient de témoigner, qui a leur frère qui est dans le trou. Et bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Où est-ce qu'il peut aller se plaindre? Voilà un peu des choses qu'on veut occulter en montrant juste l'autre aspect de la chose pour dire c'est 7 corps et puis 24 blessés. Ces témoignages peuvent orienter, en tout cas, le travail de la Commission nationale des droits de l'homme. Le journal Le Nouveau Républicain, avant de continuer ce plateau, puisque c'est les 2 derniers titres qu'on va prendre, le Nouveau Républicain, le journal Le Nouveau Républicain a titré « Tamou, les bruits des vivants dans le silence des morts ». Tamou, le bruit des vivants dans le silence des morts. Titre le journal, terme d'interrogation et même d'exclamation aussi. Tamou, le bruit des vivants dans le silence des morts. Et l'enquêteur, le journal L'Enquêteur, le quotidien, dans sa parution du 2 novembre, a titré « Événement de Tamou, le silence bavard de Bazoum Mohamed ». Événement de Tamou, le silence bavard de Bazoum Mohamed. Tradam. Moi, j'observe une chose quand même curieuse. Il y avait une équipe qui avait accompagné en son temps le ministre de l'Intérieur. Il a pris à témoin, je ne sais pas, même si la dernière fois, si vous avez dit que ce n'est pas toute la presse qui était, mais la presse qui était, il a dit, avant de venir, on l'a dit que c'est plein d'odeurs nauséabondes. Je peux citer les presses qui étaient là-bas. Bon, en tout cas, il a été avec un certain nombre de presse et qu'avant de venir, on lui aurait dit qu'il y a une odeur nauséabonde, on ne peut même pas citer. Et que lui, devant les caméras, il a dit ils sont sur place, il n'y a aucune odeur nauséabonde. N'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit. Et quelques jours après, on voit une autre équipe qui y va, c'est aussi de la société civile, et qui, elle, affirme avec certitude qu'il y a des odeurs nauséabondes. Les deux choses de La différence ici, parce qu'il faut aussi, c'est le ministre qui a dit qu'il y a aucune odeur désagréable. Mais ça, je suis en train de dire. Mais là, ici, c'est des témoins, c'est des actes, c'est les employeurs. Oui, mais ça, je dis. Oui, donc, ça, je suis en train de dire. Le ministre, lui, il soutient qu'il n'y a aucune odeur. C'est ça que je dis. Je n'ai pas dit autre chose. Et maintenant, eux, ici, les acteurs de la société civile, avec des acteurs sur place, donc des témoins de la scène, disent que c'est intenable, il y a beaucoup d'odeurs. Donc, de deux choses l'invité. Ou le ministre ne nous a pas dit la vérité, ou c'était pas sur le même site que tout le monde y était. Parce que logiquement, même les journalistes qui sont partis, même si c'est une presse canalisée et choyée pour ce faire, il y aurait eu des fuites si vraiment ils étaient sur le site. Et j'en conviens avec toi, parce que la dernière fois, quand tu disais que est-ce que c'est sur vraiment le même site. Donc vous voyez. Et je me pose une question. Est-ce qu'on n'a pas permis à tous ceux qui ont témoigné aujourd'hui, et enfin pas aujourd'hui, sur cet élément-là, lors de la visite du ministre, de se présenter devant le ministre pour lui dire voilà comment ça s'est passé. Ils étaient où, ceux-là? Exactement. Toute la question est là. Ils étaient où? Pourquoi ils ne sont pas venus dire au ministre? Parce que lui, au moins, c'est le décisif.
Là, c'est une société civile, c'est autre chose, mais là, c'est une autorité. Voilà le problème qui se pose. Où est-ce qu'elles étaient? Donc, toute la question est là. Je peux Moi, oui. Non, moi, je ne polémique pas, mais j'observe quand même qu'il y a deux réalités complètement différentes. Entre un ministre qui y va avec son équipe, dit qu'il n'y a rien, et une autre équipe qui va, qui dit au contraire, il y a des morts, il y a des gens qui sont dans les puits. Donc, et c'est pourquoi je dis toujours, il serait finalement bon que cette enquête se fasse pour la crédibilité de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est remis en cause. Aussi bien le gouvernement remet en cause ce qu'il dit à travers les témoignages, et eux-mêmes on remet en cause leurs témoignages parce qu'il y a une équipe officielle qui a été, et elle n'a pas dit ce qu'ils ont vu. Donc, moi je dis encore, on n'est pas sorti de l'auberge, on y est en plein et ça va empoisonner l'actualité si on ne fait pas attention tant qu'on trouvera une autre issue. Docteur. Non, laisse-le. Je vais faire une précision. S'il te plaît, laisse-moi faire juste une précision à Tradam. Dans le cas d'espèce où une autorité se déplace, on sait comment ça fonctionne. Quand ils vont sur le terrain, ce n'est pas pour aller voir les acteurs, les vrais acteurs, c'est aller voir les autorités locales, ou du moins qui sont là, qui n'ont pas souvent, comme on avait dit, ils ne sont pas dans la posture de pouvoir dire la vérité. Dans des genres de situations, ça aurait été qu'on dise, bon, les orpailleurs qui étaient sur le terrain, qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent se rencontrer, parce qu'ils ne peuvent pas aller vers le ministre. C'est organisé. C'est organisé. On sait qui il faut interroger, qui il ne faut pas interroger. Est-ce que ça a été... Est-ce que... Non, je suis en train de... Oui, d'accord. Les autres... Mais vraiment, entre Séni et Tradam, moi je pense que... parce qu'on le sait tous les trois. Vraiment, il faut laisser... Absolument. Donc, il essaie... Voilà. Oui, et... des visites comme ça, donc en train de préparer, voilà, on sait comment voilà, ça se donc passe. je sais, tu ne m'apprends rien, mais voilà. Je dis, dans le cas d'espèce où c'est vraiment, ça crève les yeux, on ne peut pas le cacher. Voilà, oui, moi je pense que c'est normal quand les autorités se déplacent, justement, ils s'adressent quand même aux autorités locales qui sont leurs représentants, tout comme d'ailleurs la société civile a fait. La première rencontre, ils ont rencontré le préfet de Saï d'abord. C'est qui est tout à fait normal. J'arrive. Maintenant, la question c'est quoi? Justement, est-ce que c'est le même site que le ministre a visité et que c'est le même site aussi que les acteurs de la société civile? Officiellement, c'est le même site. Bon, officiellement, d'accord. Maintenant, où sont les chefs d'équipe là qui ont parlé tout à l'heure lorsque la société civile, le TLP en particulier, parce que c'est de ça qu'il s'agit, lorsque TLP est parti visiter sur le terrain, les deux chefs d'équipe là d'Orpailleurs qui ont parlé, ils étaient où lorsque l'équipe du ministre de l'Intérieur est partie? Est-ce que on les a empêchés de venir parler au ministre, ou bien ils n'ont pas voulu eux-mêmes venir devant le ministre parler parce qu'ils craignent peut-être d'avoir exploité des orpailleurs sur un site fermé, ou bien qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et c'est pour ça justement j'ai dit que... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, pour cette question et sur ce débat-là, les journalistes qui nous savent comment ça se passe en fait. Ça là, c'est des visites qui sont préparées à l'avance. Non, mais quand on passe sur le terrain... Même quand on va sur le terrain, c'est pas la même chose. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on va sur le terrain, c'est pourquoi parfois les représentants officiels choisissent des médias au détriment d'autres. Non, au-delà de médias. Par exemple, comme il a dit, par exemple, les deux chefs d'équipe d'orpailleurs là, mais ils peuvent parler à d'autres personnes s'ils étaient réellement sur le site le jour où le ministre est parti. Maintenant, si on a choisi à ce qu'eux, ils ne soient pas sur le site, et qu'ils n'ont pas dit que non, nous sommes témoins, nous sommes des chefs d'équipe, parce que s'ils étaient présentés, ils ont cherché à voir, je ne vois pas pourquoi le ministre va refuser de leur faire parler. Donc, de toute façon, l'un dans l'autre, comme on l'a dit, à partir du moment où la Commission nationale des droits humains s'est auto-saisie de cette affaire, c'est déjà des bonnes pistes, puisqu'il y a leur nom, les images sont là, de ces deux chefs d'équipe d'orpailleurs, un certain nombre de choses, ça va le faire. Et c'est pour ça ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens, ça confirme ce que j'ai dit. Pour l'instant, justement, ceux qui sont tombés dans les puits, ou ceux qui étaient déjà dans le puits, d'autres qui en courant sont tombés, ce n'est pas une bavure, je suis désolé. La bavure, c'est lorsque l'armée aura délibérément choisi de frapper sur des innocents. Tel n'est pas le cas, c'est ce que je suis en train de dire. Et aujourd'hui, justement, lui-même, il est dubitatif. Lui, le chef d'équipe d'orpailleurs, ils sont censés savoir le nombre de personnes qu'il y a sur le site d'orpaillage. Après l'opération, c'est à eux de faire le point. Par chef d'équipe, moi, dans mon équipe, il y a tel nombre de personnes qui n'ont pas répondu à l'appel, on considère qu'ils sont disparus. On ne peut pas tout de go
affirmer qu'ils sont morts jusqu'à preuve de contraire. C'est pour ça qu'il faut dépassionner. Il faut donner la chance à une enquête indépendante, vraiment de faire un travail professionnel. Maintenant, comme il y a des puits où il y a vraiment des odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces puits, c'est déjà une très bonne chose. Même si on ferme, on remblait cet homme-là, puisque ces trous, les chefs d'équipe là qui sont des témoins clés, eux, ils vont témoigner devant la commission. On peut justement déblayer ce truc-là aux besoins, puisque de toute façon, je n'apprends rien aux spécialistes d'enquête. La Commission nationale des droits humains a l'habitude de faire, puisqu'ils ont passé sur le charnier pour faire. Maintenant, ils peuvent savoir, et à peu près, même ça, il y aura une polémique par rapport au nombre. Tant que on n'aura pas le nombre exact de personnes qu'il y a par puits et qui, avec certitude, puisque eux-mêmes, les deux chefs d'équipe de repère qu'on a interrogés, eux-mêmes, ils ne savent pas combien de personnes il y a. Donc, moi, de mon point de vue, malheureusement, c'est pour ça où je reviens à Hussein pour dire que la responsabilité, s'il y a une première responsabilité à situer par rapport à ce drame de Tamou, si on peut l'appeler ainsi, c'est d'abord au niveau des autorités locales, puisque le site est fermé officiellement. Et l'armée, il va travailler avec la version officielle du gouvernement, c'est un site de repérage fermé, et que voilà, les terroristes qui ont pris, ils les ont suivis sur leur image, ils sont partis déposer, mais quand ils font leur frappe, ils ont neutralisé le hangar, les gens, les matériels, tout ça. Bon, je ne sais pas, puisque Michael dit où sont les matériels, on ne sait pas. Tout ça, là, ça peut permettre de voir comment est-ce qu'on peut... Mais la majorité des personnes qui seraient décédées ou disparues pour l'instant, le sont dans le puits. L'armée ne les a pas frappées. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'on doit peut-être parler, de mon point de vue, à ce stade, peut-être de dégâts collatéraux, puisque c'est suite à la frappe, il y a eu la panique, il y a eu la débandade. Les gens sont en train de courir, d'autres sont tombés dans le puits, d'autres qui étaient déjà... Ils n'ont pas pu avoir la vie sauve, tel que l'autre chef d'équipe a expliqué avec leur truc de secours, leur système d'aération qu'ils ont. Qu'est-ce que si personne n'est là pour les aider à respirer, c'est tout à fait normal qu'ils meurent. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on dépassionne. C'est vrai, c'est quelque chose d'extrêmement regrettable qui s'est passé et que l'État doit vraiment aider à ce que la vérité jaillisse et à sanctionner, puisqu'il y a plusieurs sites de ce genre que les gens sont en train d'exploiter malgré la fermeture officielle de l'État pour qu'il y ait des situations comme ça n'arrivent pas, même s'il n'y a pas d'attaque. De mon point de vue, c'est vraiment de faire en sorte que les responsabilités soient situées et que des sanctions soient prises à leur encontre. Donc finalement, on peut même considérer qu'il y a une partie du problème réside dans la communication aussi. Certainement, puisqu'on l'a vu, c'est pour ça que j'ai certainement dans la communication. Parce que dire direct et ne rien admettre du tout. Non, ce n'est pas. Non, pour l'instant. Non, ça que j'ai dit. Ça peut, pour l'instant. Ça peut. Moi, je pense que. Oui, parce que quand vous dites, c'est pas une bavure, les gens commettent, que c'est plutôt des dégâts collatéraux. Moi, je l'ai parce toujours qu'on a vu des implications que cela pourrait avoir. Oui. Et donc, ça permet d'aller un peu au-delà. Justement, maintenant, ma position, parce qu'on parle de bavure, c'est que l'armée a délibérément frappé les orpailleurs sur les sites. Tel n'est pas le cas. La majorité sont dans le puits. Maintenant, l'enquête, puisque ce qui est sûr, ils sont morts quelque part, même si c'est une cause lointaine de leur mort, c'est parce qu'il y a eu une opération chirurgicale, comme disent les militaires, sur le site. Et c'est ça qui a fait en sorte que ceux qui étaient dans le trou n'ont pas bénéficié du système d'aération. Ceux qui avaient pris peur en voulant fuir, ils sont tombés dans des trous, ainsi de suite. Mais parler de bavure, je pense que pour moi, le mot est trop fort. Vous avez remarqué que les deux chefs de repère là, ils ne sont pas dans la même position. L'autre, lui, il est sur le terrain. Apparemment, le barbu là est venu. Parce qu'il dit qu'il aurait appris avec son fils que vraiment, voilà. Donc, ils ne sont pas dans la même position. Et ce monsieur-là, apparemment, c'est peut-être un futur prisonnier. Parce que, il faut que ce soit très clair. Moi, il ne peut pas. Parce qu'il y a eu des morts qu'il faut le laisser rentrer. Il faut l'arrêter. C'est-à-dire qu'en réalité, vous savez ce qui se passe. Les gens, ils restent à Niamey, ils achètent des parcelles, et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils achètent des parcelles, et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des équipes avec des surveillants. Le soir, on fait le point, et on leur rend compte. Donc, si, par exemple, il y a une découverte, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas sur le terrain, votre représentant, maintenant, vous fait le point, et puis il vous envoie l'or. Moi, je pense qu'il faut d'abord arrêter ces deux-là. Non, ce n'est pas parce qu'il y a eu des morts qu'il faut se laisser émouvoir. Ils ne sont pas censés être là. Ils ne sont pas censés être là. Ce monsieur-là, vous voyez qu'il est bien luisant là, parce qu'apparemment, il est bien... Oui. Le souffrant, c'est le Burkinabé là, qui apparemment, lui, il rentre, il cherche, mais l'autre ne cherche pas. Il dit, et il a même le culot d'envoyer ses enfants. Moi, je crois qu'il doit avoir 4 ou 5 gosses qu'il a envoyés là.
Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par l'émotion. Le site est fermé. Celui qui est là, franchement, il faut le faire évacuer. À partir de ce moment-là, celui qui revient, il faut l'abattre. L'armée doit dire que c'est une zone de guerre, une zone militaire. Il faut carrément interdire tout de suite. D'abord, les motos ne circulent pas. Ça facilite la tâche aux drones. En plus, c'est que le site est fermé. Les deux sites d'ailleurs. Les deux sites sont censés être fermés. Celui qu'on se retrouve là, moi je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Le capturer, ce serait même faire perdre du temps à l'État. Mais maintenant, si l'État veut, l'État peut vendre le truc à une multinationale qui éventuellement peut-être peut les employer. Mais sincèrement, les laisser continuer. D'abord, il dégrade l'environnement. En plus, c'est que... non, et en plus, l'État ne gagne pas grand-chose. Ce sont des particuliers qui gagnent. La preuve, le gars à Niamey, il envoie des gens là-bas. Sûrement qu'il a une bamblassa ici, là, avec 70 millions, pendant que les autres sont en train de mourir. Non, moi je pense qu'il faut arrêter ça là. Il faut arrêter. Oui, il faut arrêter. À côté de moi, je sais comment ça se passe. Si maintenant il y a de l'or, d'abord il y a de l'or. Il y a de l'or. Oui, les terroristes sont venus, ils ont dit il y a de l'or. Vous quittez. Maintenant, si l'État ne prend pas de disposition, les gens vont se transporter là-bas et créer un site, en tout cas plus ou moins clandestin. Donc à partir du moment où les terroristes eux-mêmes sont venus dire aux gens de quitter, l'État doit sécuriser l'endroit et puis demander éventuellement vendre. Oui. Céder le permis à une multinationale avec laquelle il peut gagner. Mais avec les machins, les particuliers, là, l'État ne gagne rien. Ce sont les autorités locales qui gagnent. Oui, les autorités locales, parce que, et ceux qui sont sur le site, souvent, qui le gardent. Moi, je me dis que, sincèrement, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il y a trop de laxisme. Et c'est ce laxisme-là qui nous a conduit à cette bavure. Moi, je continue à penser que c'est une bavure. Franchement, ce n'est pas volontaire. L'armée ne peut pas aller tuer des innocents comme ça. Malheureusement, ils se sont retrouvés à la mauvaise place au mauvais moment. Ben, il faut que l'État s'assume et puis on continue, la vie continue. Comment dirais-je, comme les gens le pensent, cette activité-là, c'est une activité qui est quand même organisée parce que les périmètres, là, les espaces, là, les gens achètent ça. C'est vendu par le ministère de Mines lui-même. Il ne faut pas penser que tout le monde peut aller se mettre là, se mettre à creuser. C'est organisé. C'est organisé. Alors, il faut voilà. Mais à partir du moment où le ministère a fermé pour des raisons bien précises, il faut respecter. Oui, mais alors... Mais le jour où on va rouvrir, mais les gens vont exploiter parce qu'ils ont payé. C'est comme si, bon, quand vous exprimez de la sorte, c'est comme si Tamoula s'est isolé pour que le ministère ne soit pas au courant que les gens sont en train de continuer à l'exploiter. Mais on a interdit de faire ces dispositions pour exécuter le truc qui n'ont pas. Mais alors, quand vous prenez une disposition, quand vous prenez une mesure, donnez-vous les moyens pour que ça soit fermé. Mais on a vu... C'est que les gens ont le même de continuer à exploiter les mais alors, en présence du ministre de l'Intérieur. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Donc, on finit avec ces interventions de nos téléspectateurs et même auditeurs, certainement, d'ici, de Niamey d'ailleurs, de l'intérieur du pays et même de l'extérieur. Monsieur Mega Alzuma, Nigérien tout court, donc un commentaire que je viens de découvrir, il dit il y a un besoin de formation en marketing politique du ministre de l'Intérieur. Quand il dit nous n'avons rien à cacher aux Nigériens, donc il s'exclut de la communauté, s'interroge donc notre téléspectateur. Il parle comme un consultant qui tente le recul par rapport à un sujet à lui confier. Malgré peut-être l'émotion, il doit garder à l'esprit qu'il s'adresse à un peuple dont il fait partie. Il s'adresse donc à ses concitoyens, à ses frères nigériens. En résumé, il y a une quête à devenir nigérien tout court. Nigérien tout court. Moi, c'est un commentaire. Qu'est-ce que j'ai à dire vu de ce qu'il a dit? C'est presque les mêmes observations qu'on a. Oui, mais il est allé sur le terrain pour essayer de conforter un peu. Par rapport à l'intervention du ministre de l'Intérieur, qui a donné l'impression. C'est le président qui a dit d'aller sur le terrain. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Dès qu'il a appris. Allez vérifier. Alors, cet autre téléspectateur, il dit, bonjour le plateau, dans cette affaire, il y a incontestablement une guerre de communication. D'un côté, la version du gouvernement où la visite du ministre n'a pas convaincu, car aucun témoignage n'a été présenté à l'opinion lors de cette mission. Seul le ministre a dit ce qu'il voulait, ne cherchant qu'à confirmer sa version initiale. De l'autre côté, la version de la société civile qui se base sur des témoignages.
Pardon. On revient à l'histoire de l'œuf et de la poule. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a empêché aux acteurs qu'on a vu tout à l'heure témoigner sur l'élément là, d'être là et de témoigner? Est-ce que la visite du ministre n'était pas préparée, puisque apparemment, comme dit Bounty, le gars il a débarqué de Niamey pour venir voir. Est-ce qu'il n'était pas là? Est-ce qu'il n'a pas eu vent de la visite du ministre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les autres qui étaient sur place, est-ce qu'on les a interdits de s'approcher pour témoigner? Parce que quand même le ministre a dit qu'ils ont visité. Et c'est pourquoi je dis, dans quelque part, il y a eu deux ailes du site. Une aile que le ministre a visitée et une autre aile que la société civile a visitée. En tout cas, puisque les témoignages sont tout à fait diamétralement opposés. Eux, ils disent que ça sent la mort. Lui, de son côté, il dit que ça sent absolument rien. Et les gens peuvent attester. Dans le truc du ministre, on a dit peut-être l'odeur qu'on pourrait sentir serait celle d'un âne qui aurait été. Oui, on a montré l'image d'un âne. Arrêtez cette odeur-là. Ça revient, c'est une guerre de communication. C'est une guerre de communication, malheureusement, qui est même mal menée, parce que la société civile, chacun est hargneux dans. Chacun, vous sentez qu'il y a une hargne pour dire que non, c'est moi qui ai raison. Or, quand on communique, on n'a pas besoin d'être hargneux. Ce qui se conçoit, c'est dit, on dit librement et très calmement. Ça se dit. Non, moi, en fait, c'est ce que je voulais dire. Oui, moi je pense que c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, la nécessité de l'enquête indépendante de la CNDH quand même s'impose pour un peu infirmer ou confirmer les deux versions. Et ces deux orpailleurs-là, les chefs d'équipe-là, sont des témoins clés. Justement, et c'est pour ça que je me suis posé la question, parce qu'Abdraman, j'ai posé, quand je disais est-ce que c'est le même site, Abdraman a dit que c'est le même site. Oui, c'est le même site. Maintenant, quand le ministre est parti, peut-être que le Burkinabé a fui, puisqu'il sait que c'est un site qui est fermé. Peut-être lui-même, il craint qu'il ne faut pas qu'on l'arrête. Il n'était pas là. Il est revenu après, mais je suis d'accord avec Bounty. Le Nigérien qui a témoigné, lui-même, il dit que c'est un de ses fils qui a dit que c'est-à-dire que lui n'était pas sur le site. Certainement, il est parti. Maintenant, mais comment est-ce qu'ils sont retournés sur le site, continuer à exploiter, ou bien quand ils ont appris qu'il y a la mission de la société civile, ils se sont présentés sur le site pour pouvoir justement témoigner. Et ce qu'il dit, lui, il parle de plus de 6 puits avec une trentaine de personnes. 6 puits ont été fermés. Avec une trentaine de personnes. C'est ce que j'ai dit. Lui, il doit déjà être identifié. Voilà, lui vraiment, les autorités doivent le chercher pour savoir. Parce que là, c'est gravissime ce qu'il est en train de dire. Non, les 6 puits étaient visibles. Mais qui a fermé ça? Mais les exploitants. Avant l'événement ou bien après? Non, après, à cause des odeurs. C'est la puanteur, ok. Ce n'est plus exploitable. Voilà, mais quelque part, justement, c'est pour ça que je trouve, peut-être vous savez comment les choses s'organisent, mais moi, à mon avis, ils auraient resté effectivement sur le site pour dire devant le ministre, voilà, et peut-être au besoin les amener. Si les gens ont fui... C'est des malfaiteurs, comment ils vont? Non, moi, je pense qu'il faut... Oui, Husseini, alors... Non, mais c'est pour faire la lumière là-dessus que le ministre s'est déplacé, non? Pour essayer de couper court aux rumeurs et tout. Moi, je dis, il aurait dû demander au préfet de mobiliser, en tout cas, les gens qui sont... Parce qu'il y en a qui sont en ville, qui sont implantés là-bas. Il y en a qui sont certes à Niamey, qui ont des périmètres et tout, qu'ils exploitent. Mais au moins, réunir, n'est-ce pas, les gens, les chefs d'équipe là. Il y en a qui n'ont pas... Peut-être... Ils n'ont pas bougé, ils sont dans les parages. On pouvait... Non, mais alors, on pouvait les réunir pour qu'ils viennent témoigner devant le ministre. Est-ce que ça a été fait? Mais c'est justement ça. Non, mais qui a empêché? C'est l'organisation. C'est l'organisation. Non, mais on est venu. Moi, je vais convaincre les Nigériens de ce qui s'est passé. Je ne veux pas aller directement parce que déjà, la première chose, on a entendu que la première mission qui s'est déplacée, ils sont allés au niveau du CHI. Non, de l'autre côté, sur le site de Tamou et l'hôpital de Saï, n'est-ce pas? Pour voir d'abord, ensuite ils se sont entretenus avec. Mais à partir du moment où c'est le ministre qui se déplace cette fois-ci, il aurait dû demander à ce qu'on lui réunisse quelques gens qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé. Au moins, ça aurait pu permettre de convaincre. Ça n'a pas été le cas. Il est venu, il a communiqué seul. Nous sommes sur le site, nous sommes allés au cimetière. On a dénombré cette tombe. Bon, comment voulez-vous que les gens puissent... Voilà un cas sur lequel
des téléspectateurs donne déjà l'alerte. Il s'appelle M. Moussa Boukar Sédik. Il nous écrit depuis Agadez. Il est coordinateur MPCR Agadez. Il dit voilà, j'ai peur pour le site aurifère de Diado. Voilà. Il dit parce que présentement, on dit qu'officiellement le site est fermé, voilà, et il y a plus de 1000 personnes sur le site. Les permis continuent à être octroyés. L'administration locale continue de prélever des taxes, et même des FDS font des relèves sur le site. Oui. Il dit, et comme vous le savez, l'insécurité persiste dans cette zone, particulièrement avec la présence des individus lourdement armés et non identifiés, comme on a toujours l'habitude de le dire. Sûrement, si l'insécurité persiste davantage, l'État essaiera d'intervenir sans faire la différence entre les orpailleurs et les bandits. Tout à fait. Vraiment, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Tout à fait. Moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais puisque officiellement c'est fermé, c'est de veiller justement à ce que peut-être l'armée soit définitivement peut-être implantée là-bas pour que personne n'exploite les sites, y compris les autorités locales. Parce que les autorités locales profitent de la redevance minière, là on leur donne des choses, c'est pour ça qu'ils se retrouvent. Il faut même un comptoir minier, puisque quand ils collectent, voilà. Parce qu'il y a des barons, justement, non, pour le sud de Jado, là, les gens viennent du Soudan, du Tchad, un peu partout. C'est un business qui est développé. Vous avez vu tous les trucs d'or là qui ont disparu en venant de Niamey où c'était combien de tonnes. Tout ça, c'est là-bas. Donc, je pense que ce qu'il a dit là, il a parfaitement raison. C'est ce que je disais. Ça peut arriver également à Jado, puisque officiellement le site est fermé, mais les gens continuent avec la complicité des barons locaux à exploiter le site où souvent c'est même des gangs, les gens se développent, ils se bagarrent. Quand vous arrivez à trouver un peu en venant à Agadez ou autre, on vous arrête, on intercepte, on vous reprend votre comment on appelle, trouvaille, ou on vous tue. Donc c'est pour ça, je pense que sur la base de ce qui s'est passé à Tamou, effectivement, l'État doit veiller où tous les sites qui sont officiellement fermés à ce que l'exploitation ne continue plus avec la complicité des autorités locales. Sinon, effectivement, Tamou risque de se reproduire ailleurs. Monsieur Alpha Tahirou Seydou, qui nous écrit depuis Tirozérine, il dit, au-delà du nombre de morts qui est contesté, donc ce n'est pas que ce nombre, mais plutôt il y a aussi, s'il s'agit de terroristes ou des victimes parmi la population civile. Voilà l'une des véritables questions. Est-ce que l'autre question aussi, ce n'est pas que les gens, ce n'est pas que le nombre, mais même les gens qui ont été frappés, qui ont été touchés, est-ce que c'est des terroristes ou des populations civiles? Pour le moment, je ne sais pas. Moi, je me dis, il faut quand même que nous restions la tête froide. Comment des voleurs vont se présenter au ministre de l'Intérieur pour lui dire, nous sommes sur le site, vraiment, il y a eu des morts? Non. Je pense que ces gens-là savent qu'ils sont des prisonniers potentiels. Ils ne vont jamais rencontrer même si le préfet les invite, ils vont quitter la zone. Ce n'est pas possible. Ils sont partis avec la société civile parce que la société civile n'a pas de menottes. Mais si ils osent dire ce qu'ils ont dit là, le ministre va rentrer avec eux, en tout cas dans des pick-up. Non, il ne peut pas. Non, il ne faut pas se bercer du lion. Non, même si c'est organisé. Oui. J'avais dit non, ils peuvent bien venir témoigner. Non, ils ne vont pas témoigner. Non, ils ne vont pas témoigner. Pourquoi pas? Non, ils ne vont pas témoigner pour leur propre sécurité. Oui. Parce qu'ils savent qu'il sera arrêté. Oui, ce monsieur-là, si on mène une enquête, on le retrouve avec sa famille, avec des gens qu'il paye. Dans le trou, monsieur-là, il va aller en prison. Il ne faut pas. Oui, mais qui vous dit qu'ils ne sont pas au courant que le site est en train d'être exploité encore, malgré la fermeture? Oui, mais je vous ai dit que le soir du bombardement, il y a des gens qui sont venus. Même ne peut se prévaloir de sa propre politique. Mais alors ça ne dédouane pas. Voilà quelqu'un qui nous écrit, M. Omar Sisco, il nous écrit depuis Accra au Ghana. Il dit, ok, s'il faut arrêter le barbu qu'on a vu tout à l'heure là, qu'est-ce qu'il faut alors faire du maire ou du ministère qui ont vendu la parcelle, sachant que le site est interdit? Qu'est-ce qu'il faut faire des percepteurs qui viennent collecter les taxes tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut faire du ministre ou du ministère des Mines qui a tous sont des prisonniers potentiels. Maintenant, il faut apporter la nuance, docteur Bouti. Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, le ministère a donné le permis, l'autorisation au moment où le site était exploité légalement. Peut-être c'est par la suite, quand ils ont constaté, on leur a signalé des mouvements de terrorisme sur le site où il y a des risques, ils ont pris la décision en 2021 de fermer le site. J'arrive. Maintenant, moi, je persiste ici. La complicité, la responsabilité éventuelle. D'accord, oui, la responsabilité éventuelle, c'est au niveau des autorités locales, des autorités administratives et des autorités
communal de Tamou. Parce que eux, ils savent que le site est officiellement fermé, les gens continuent à exploiter et c'est eux qui envoient des agents percepteurs pour prendre de l'argent et mettre dans leur caisse. Mais c'est qu'en fin d'année, le ministère tient compte de la quantité d'or exploitée sur ces mines pour faire le bilan. Non, mais si c'est fermé, mais par exemple, si c'est fermé et Tradam, lorsque au niveau normalement au niveau de ce site, on ne doit même pas tenir compte parce que officiellement c'est fermé. Maintenant, s'il y a des complicités, on dit qu'officiellement c'est fermé, puisque les gens se retrouvent un peu eux-mêmes, on leur donne des choses, comme d'autres l'ont dit, il y a des barons qui sont ici à Niamey, qui ont acheté des parcelles, qui envoient des jeunes gens exploiter avec tous les risques que cela comporte, comme celui-là. Donc, mais c'est ça le véritable problème. Le ministère a un démembrement. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, mais aujourd'hui, si l'enquête, moi à mon avis, si l'enquête déterminait, y compris la responsabilité du ministère ou de certains agents du ministère, en tout cas pour avoir agi ou peut-être fermé les yeux sur cette exploitation illégale, mais les gens doivent assumer. C'est évident. C'est tout. Évident, moi, c'est ce que je veux. Le site a été fermé officiellement. Exactement. La décision est sortie depuis 2021. Oui, 2021. Mais les gens continuent à travailler comme si de rien n'était. Ça, là, c'est même une pièce importante. En fait, c'est important. Parce que si on ne prend que le monsieur là qui vient de témoigner et tout, c'est du deux poids, deux mesures aussi. Parce que le maire perçoit des textes. Non, mais le maire va passer aussi. Non, mais comment on appelle ça? Le percepteur vient sur le. S'il y a une enquête, c'est les parcelles continuent à être vendues, etc. On a bien vu. Moi, je pense que c'est déjà bien. Moi, c'est pourquoi je dis que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État prend ses responsabilités. Celui qui est impliqué, il faut l'arrêter. Il n'a qu'à rendre compte. Sincèrement, qu'il soit préfet, qu'il soit autorité administrative ou machin, ou baron ici. D'abord, s'il est baron ici, ça veut dire que concrètement, on peut même aller jusqu'à insinuer que il financerait le terrorisme. Vous savez, c'est vrai que ce n'était pas une attaque terroriste ou un bombardement qui a fait, mais on se rappelle, il y a 2 ans, deux ans et demi, l'accident sur le site de Daïs, personne n'a été sanctionné. Mais ça là, Abdraman. Le ministre est parti là-bas plusieurs fois, le premier ministre aussi, j'ai moi. Il paraît que jusqu'à présent, les gens continuent à... Mais ça continue. Personne n'a été sanctionné. Mais c'était un site pratiquement clandestin parce qu'il était artisanalement exploité. Et les gens venaient de toutes parts pour venir. Personne n'a été sanctionné. Non, moi je pense que je suis d'accord avec Bonti. Il faut que l'État s'assume. Parce que c'est de tels drames. Parce que si cette affaire de Tamou reste impunie, on ne situe pas les responsabilités, tel que le cri de cœur de celui d'Agadez là, où il est en train de donner les sécurités. Il y a beaucoup de similitudes. Et puis pour tirer ce que vous venez de dire, mais ça va se poser le même problème. Donc je pense qu'il faut que l'État accepte justement que cette enquête-là... Je crois que c'est après Dani Issa même que cette décision a été prise. Voilà. Donc vous voyez, mais maintenant c'est pour ça... Mais ça continue. Oui. Mais je suis sûr que les orpailleurs là, on leur a notifié l'interdiction, la fermeture du site. Ils sont partis le faire. Mais non, mais bien sûr, moi je continue à croire que ce n'est pas les orpailleurs sur place. C'est les grands patrons. Les orpailleurs, les parcelles ne les appartiennent pas la plupart. Non, mais justement, en fait, les vrais propriétaires. Et c'est les employés. C'est pour ça en réalité, dans cette affaire, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a au niveau des autorités administratives locales, il y a les responsables ceux qui acceptent les propriétaires des parcelles là. Mais eux-mêmes tous savent que c'est fermé. Ils ont continué, peut-être les jeunes gens qu'on envoie dans les trous là, ils ne savent même pas que le site est fermé, ils ne le savent pas. Justement, donc c'est tout ça là qu'il faut situer les responsabilités et sanctionner. Et je suis sûr que l'État va faire droit à ça, mais sinon, tel que justement le nombre de 150, de 200, 300 et que jusque-là le débat continue, je pense que ça ne peut pas... Docteur Ila qui nous écrit depuis Malbaza, c'est dans la région de Tawa. Docteur Ila, il dit bonjour Presse Plus. À travers ce débat et les éléments qui sont passés sur les différentes visites, je retiens qu'il y a eu des dégâts collatéraux sur des citoyens opérant sur un site fermé officiellement. Seul Dieu sait le nombre exact de victimes si les gens travaillent dans les trous pendant l'opération. Seule une enquête indépendante et crédible peut situer les responsabilités. Qui a autorisé ces orpailleurs à continuer à accéder au site? Les autorités sont-elles informées de la question? L'attaque a eu lieu à 7h environ et la riposte intervient le soir dans une zone de guerre. Avec tous les soutiens armés que nous enregistrons, il n'y a pas lieu de s'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger à ce niveau? La polémique est loin d'être liée au nombre de victimes, mais le système tout entier. Moi, je pense qu'elle a bien posé la problématique. Les différentes questions auxquelles il faut répondre pour situer les responsabilités, c'est ça qu'il faut. Vraiment.
Moi, à mon avis, vraiment... Qui a autorisé qui? Voilà, exactement. Voilà. Qui a autorisé qui? Moi, je n'ai même pas besoin de polémiquer, c'est toute la chaîne. C'est-à-dire, on ne peut pas, une décision officielle, on dit, c'est fermé. Le monsieur de Diado qui a appelé, il a dit, Diado, c'était fermé. Ça a continué à produire des dizaines de kilos, des centaines de kilos d'or, qui sont, quand on les convoie, qui disparaissent. On va me dire que Niamey n'est pas au courant. Mais alors, il faut qu'on arrête de vouloir poser le problème localement. C'est que les gens... Le local là, c'est indéniable aussi. Non, on ne couvre pas le gros. Je veux dire, tout celui qui est responsable de on fait semblant de fermer, on annonce parce que ça arrange les gens, on annonce que c'est fermé, mais on ferme les yeux, ça continue à fonctionner. Alors il faut taper d'en haut, il faut d'abord taper en haut, parce que quand vous dites que vous avez interdit telle chose, ça ne doit pas continuer à fonctionner. Malheureusement, c'est pas aujourd'hui qu'il y a le drame qu'on va... c'est toute la chaîne qui est impactée, qui doit être sanctionnée. Pas seulement les messieurs qui vont venir témoigner, c'est toute la chaîne. Non, on n'a pas dit seulement. Non, mais parce que j'ai l'impression que c'est comme si Niamey est déconnecté. Avant le témoignage du monsieur, moi j'avais parlé des autorités locales quand même. Il faut qu'il y ait une enquête. Voilà. Constituer les responsabilités. Qui a autorisé qui à faire quoi? Voilà. Toute la filière. Non, on est d'accord là-dessus. Voilà. Il faut que ce soit... Parce que quand un ministère ferme... C'est-à-dire, moi, ce qui me désole, on a l'impression que, en réalité, l'État n'a pas de contrôle sur cette partie du territoire. C'est ça qui est révoltant. Voilà. Vous avez vu, au Burkina où ça se passe, c'est que l'armée ne peut même pas venir dans la zone parce que c'est une zone qui n'est pas sous contrôle. Mais qu'on nous dise à moins de 5 km que les gens peuvent se permettre de faire ce que bon leur semble, parce que le site est fermé et ils continuent à l'exploiter. Oui, encore qu'il y a l'autre aspect de la question, l'aspect social. C'est ce que M. Elhaj Kader, il dit à un ressortissant de Dirkou. Il dit dire de fermer, et il parle du site de Jado. Il dit dire de fermer le site de Jado, c'est très cruel. Quand on pense aux milliers de villageois qui dépendent, la population de cette zone de Fachi, jusqu'à la frontière libyenne, survit en partant travailler en Libye. Mais avec la situation de la Libye, c'est Jado qui les retient. Non, moi je pense que ce n'est pas une excuse. C'est comme quand les gens parlent les gens veulent cautionner le trafic de carburant là. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas occulter la vie réelle aussi. Non, quelle vie réelle? Avant qu'il n'y ait l'or là, les gens faisaient quoi? Non, moi je pense qu'il n'y a aucune excuse. Non, moi je pense qu'il y a une solution alternative. C'est que toi tu as proposé. À partir du moment où c'est vital pour la communauté, c'est de donner officiellement le permis à une compagnie peut-être étrangère qui doit exploiter officiellement et les employer. Non, la compagnie ne peut pas faire ça, toi aussi. Non, la compagnie ne... Ici, il y a 1001 métiers qui se greffent. Il y a 1001 métiers qui se greffent au niveau des mines. Non, je sais, mais c'est évident. Et c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la mine. C'est ce qui impressionne. Mais il y a la création d'emplois. Ils n'ont rien à voir avec la mine. Et un producteur, un grand producteur d'or ne va pas s'entourer de certaines proportions pour garder là. Et puis en réalité, en général, quand les gens prennent des mines, c'est vraiment après des longues études pour voir si c'est rentable. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, au lieu de continuer l'exploitation artisanale, avec toutes les conséquences que cela induit, à mon avis, il faut faire l'exploitation artisanale, justement, et avec le cri de cœur, puisqu'il y a un impact social de cette activité. Et moi, je pense que c'est de formaliser, peut-être de donner, ou même l'État n'a qu'à seulement exploiter, créer des usines d'unités pour exploiter. Et autour de ça, il y aura des activités qui vont se développer. Les gens ne vont pas peut-être chômer leur activité, mais telles que les gens sont en train de faire avec effectivement l'insécurité où il y a des gangs qui se développent. On te laisse quand tu vas prendre l'or en peut-être partant soit en Libye, mais il y a des attaques, il y a la criminalité qui se développe dans cette zone-là. On est d'accord avec lui puisque les gens ne partent plus en Libye avec le truc, ça supporte un peu, mais je pense qu'il faut créer les conditions optimales de l'exploitation de ce site-là avec toute la sécurité et puis faire en sorte que les djihadistes là un jour ne s'emparent pas de ce site aussi. Il ne faut pas faire de le bon sentiment. Si les terroristes peuvent rester sur le site là, ça veut dire qu'eux aussi prélèvent des taxes. Ah oui, il ne faut pas... Peut-être que les gens sont exploités par les autorités locales, mais aussi par les terroristes. On sait que pour rester dans nos zones là, il faut payer quand même
des dîmes aux terroristes. Sinon, vous partez. Moi, je pense qu'il faut pas faire. Il faut fermer le site. On ferme le site. Le problème, docteur, même si tu dis il fait ça, dit non, on ferme. Non, mais ferme non, et on attends, militarise. Non, moi je vois l'aspect. Moi, je suis tout à fait d'avis avec, comment vais-je dire, le côté social de la chose. Aujourd'hui, on a expérimenté dans la zone de Manga, justement, on a fermé des sites qu'on a voulu ou on a transféré à des compagnies des sociétés qui vont faire ça de manière semi-industrielle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé carrément ça contribue à lutter quelque part contre la pauvreté. Parce que vous avez la chance, vous pouvez venir travailler au bout d'un an, vous allez sortir de la pauvreté. Quelle est l'activité, qu'est-ce qu'on propose à tout ce beau monde-là qui vont tenter leur chance sans demander quoi que ce soit à l'État? Parce que l'État peut créer... Ça, c'est même un vivier pour le terrorisme. Mais non, je suis en train de dire le terrorisme est venu après. Le terrorisme a trouvé cette activité-là. Non, je suis désolé. L'oisiveté, laissez les gens, ils ont pris goût à ça, ils ne demandent rien à l'État. Qu'on leur dise du jour au lendemain, c'est fini, ils n'ont aucune perspective. Surtout que malheureusement, du point de vue pratique, mais l'autre chose, c'est qu'on vit, oui, je sais qu'on vit, excusez-moi, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que les zones-là, c'est les zones où il n'y a pas eu beaucoup de culture cette année. Voilà. Les gens n'ont pas eu beaucoup accès à leur champ. Oui, mais peut-être que des sites comme ça. Mais n'oubliez pas quand même l'impératif de sécurité. Justement, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité. Si justement la fermeture des sites s'impose comme moyen de faire face à la sécurité, comme seul moyen, l'État est obligé de le faire. Maintenant, effectivement, il ne faut pas faire de vue l'aspect social. Oui, mais justement, c'est tout à fait vrai, mais l'État doit faire aussi un effort pour ne pas verser de la facilité. Mais vous parce que rappelez, fermer le site est plus facile que de chercher des solutions. C'est plus compliqué. Non, c'est plus facile. Que de chercher des solutions alternatives. Non, mais j'ai dit c'est plus facile. Non, j'ai dit, parce que c'est la force, c'est tout. On utilise juste la force pour fermer. Mais j'ai dit, c'est plus facile que de chercher des solutions alternatives qui peuvent permettre aux gens de subvenir à leurs besoins. C'est les politiques publiques, la création de l'emploi. On l'a dit plusieurs fois sur le plateau. Au moment où on faisait les débats, même par rapport aux causes du terrorisme, les jeunes qui se laissent Maintenant, si l'État doit le faire, il faut proposer autre chose, de créer des emplois, la formation professionnelle pour ces jeunes, leur donner un peu les fonds de roulement pour aller. C'est des choses comme ça avant de prendre, parce que l'impact social de la fermeture peut être plus grand, comme ce qu'il dit pour Jadot. Je pense que l'État ne doit pas faire illico presto, comme on dit. Je pense qu'il va mûrir la réflexion pour voir un peu les conséquences de la fermeture sur le plan social, sur le plan de la sécurité dans la zone avant de... C'est entre autres pistes de solutions. On n'a pas dit que c'est que l'État va faire. Très bien. On n'a pas la même lecture. Moi, je pense que l'État ferme, il militarise. Si n'importe quel sincèrement, s'il peut contraindre l'État, c'est pas parce que c'est rentable, si c'est illégal, que l'État doit l'autoriser. Non, moi je parle. Regardez, même là, le carburant. On frôle le carburant juste dans la capitale simplement parce qu'on dit non, si on arrête ça, les jeunes chômeurs vont. Ils n'ont qu'à rejoindre le terrorisme. L'État va s'en débarrasser, je pense qu'on va trouver la... Non, sincèrement, non. Non, ce n'est pas un argument. L'argument, c'est qu'il y a un impératif de sécurité. Cet impératif de sécurité... Non, il y a même des gens à Barnier. La preuve à travers... Sincèrement, moi, je pense qu'il ne faut pas faire dans le bon sentiment. Notre sécurité n'a pas de prix. Moi, je parle de ce principe-là. Celui qui contrevient, qu'il soit dans la haute sphère de l'État ou qu'il soit au niveau des... Moi, je pense qu'il faut le dire. Tout à fait. Non, il faut arrêter. Encore que nous sommes vraiment un plateau démocratique et humain, il faut éviter certaines expressions décapitées. Maintenant, il faut vraiment éviter certaines... militaire, mais oui, il faut éviter certaines expressions. C'est les réflexes militaires. Il faut l'éliminer. Quand on dit la sécurité n'a pas de prix, elle a un prix. Puis c'est la question sociale aussi. Non, regardez, au nom de la sécurité, regardez, au nom de la sécurité, on restreint les libertés. Oui, attention. Bien sûr, on restreint. Oui, on restreint. On restreint, tu as dit. On n'interdit pas. On restreint. La restriction, c'est l'interdiction temporaire. Mais quand on... C'est l'insécurité même que vous créez si vous devez... Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais attends, on n'a jamais connu s'il te plaît. La sécurité doit tenir compte
de la société également. Mais attends, mais la sécurité, c'est pour la société. Quelle sécurité tu vas faire si la société n'accepte pas? Mais aujourd'hui, regarde, les gens... C'est qu'il dit là. C'est qu'il dit, regarde. Si tu fermes Diado, s'il vous plaît, oui. Si tu fermes Diado, il dit qu'il y a plus de 1000 gars. Attendez, 30 secondes chacun. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Qui veut commencer en premier? Aujourd'hui, on est en train de reprocher à l'État sa défaillance à assurer la sécurité des citoyens. Je pense que si on existe, on pense que l'État est failli de ce point de vue, il faut accepter qu'au nom de la sécurité, c'est pour ça que l'État a fait recours à l'état d'urgence. Entre autres, pour pouvoir faire ça, c'est ça le véritable problème. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Oui. Je suis d'accord avec toi, dans un certain sens. Mais est-ce que l'État, s'il ferme aujourd'hui ce site de Diado, où on parle de 1000 et quelques personnes, et que ces 1000 et quelques se déversent dans une insurrection, comment l'État va faire? Il faut tenir compte. Non, l'État ne peut pas, non. L'État va les mater. Non, l'État ne va pas les mater. On a fini. Quelle sédition, l'État. Je suis d'accord avec ta Non, docteur. Non, on a fini. Merci, docteur. Merci, Tradam. Merci, Tradam. Merci, docteur Bounti. Merci, docteur Amadou. Merci, Hussein Issa. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de ce jour. Bonne suite de programme sur la télévision. Bon faire à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.